Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le deuxième numéro de Lock and Pop, le podcast du confinement consacré à la pop culture. Bonjour Nicolas d'abord. Bonjour Raphaël. Je vous rappelle vite fait le principe du podcast. Nicolas et moi devons choisir chacun 3 œuvres culturelles, un film raccord avec l'actualité du cinéma, un deuxième film un peu plus ancien et une troisième œuvre qui peut être un bouquin, un jeu vidéo, une bande dessinée. Voilà, c'est quartier libre pour cette troisième œuvre. Encore une fois, bienvenue dans Lock and Pop. C'est parti. Aujourd'hui, je vais parler d'un film qui est sorti en septembre 2019 dans une indifférence quasi générale. À mon avis, je pense que c'est un film qui est sorti dans un nombre assez limité de salles, qui n'a vraiment pas fait énormément de recettes, mais qui a quand même fait un petit peu parler de lui, qui a eu un buzz assez positif. Ce film s'appelle Freaks. Rien à voir avec la célèbre monstrueuse parade de Todd Browning. Non, Freaks, Mhm. c'est un film fantastique américain réalisé par deux réalisateurs relativement inconnus qui s'appellent Zach Lipovsky et Adam Bechstein. Ils sont respectivement canadiens et américains. L'un, il y a des effets spéciaux, l'autre est monteur. Et en fait, ils ont été révélés au grand public et ils se sont rencontrés lors d'une émission de télé-réalité dont tu as peut-être entendu parler qui s'appelle On the Lot, Pas du tout. qui a été diffusée sur la Fox en 2007, qui n'a duré qu'une seule saison parce que ça n'a absolument pas marché. En fait, il s'agissait d'une émission donc de télé-réalité produite par Mark Burnett et Steven Spielberg, qui avait pour but de découvrir des talents du cinéma. Donc, on avait plusieurs candidats triés sur le volet. Chacun devait réaliser un petit court-métrage et les meilleurs films étaient sélectionnés et le réalisateur avec pour être de potentiels finalistes. Ce qui s'est produit pour Zach Lipovsky et Adam Bechstein. Et donc, parmi le jury, on retrouvait des noms comme Carrie Fisher, Michael Bay, Wes Craven, Gary Marshall, etc. Et donc, Putain, la Lipovsky, classe. c'est ça, exactement. Et donc, Lipovsky et Stein figuraient parmi les scénaristes de cette émission, dont le vainqueur gagnait en fait un contrat d'1 million de dollars avec DreamWorks. Où, Oh, ça vaut le coup. exactement, d'où le partenariat avec Steven Spielberg. Le problème, c'est que l'émission n'a absolument pas marché. Juste C'est dommage, il n'y a pas d'alcool et pas de pute. Oui, tu m'étonnes que ça marche pas. Ouais. ouais, et surtout, l'émission a pris la place de American Idol sur la Fox. Et, les chiffres, il me semble, je pense que l'émission a réuni à peine 40% de l'audience de American Idol. Ouch. Mais l'émission a quand même eu le mérite de révéler, en tout cas, ces deux talents que sont Zach Lipovsky et Adam Bechstein. Chacun a ensuite eu une petite carrière dans le cinéma et l'audiovisuel, surtout du côté de la télévision. Zach Lipovsky, lui, a réalisé quelques longs métrages, mais des longs métrages de série B, voire Z. Il a réalisé par exemple un film intitulé Dead Rising, qui est un film invasion de zombies. Il a également réalisé un opus de la saga des Leprechauns, Oh putain, la vache. Leprechaun Origins, et il a travaillé sur quelques courts programmes pour la télévision. Adam Bechstein, lui, a eu une carrière peut-être un petit peu plus prolifique il a réalisé quelques épisodes de séries télé, d'émissions de télé également. Il a été réalisateur pour le show de Jimmy Kimmel aux États-Unis. Et ensemble, ils ont travaillé surtout pour Disney, et notamment pour la chaîne Disney XD. Ils ont réalisé des épisodes de séries et de séries pour enfants, et ils ont également réalisé des épisodes d'une adaptation live du dessin animé Kim Possible. Oh putain, la vache. Oh merde, Ah, c'est avec la petite voilà. nana de Spy Kids, non? C'est pas ça? Je ne sais pas, il faudrait. Aïe, 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 aïe. En tout cas, c'est ce qui m'a apprendre qu'il y avait une version live action du dessin animé Kim Possible, que j'ignorais complètement sur Disney XD. Donc voilà, chacun se fait un petit nom, en fait, une petite carrière, surtout en télévision. Et en 2018, ils sortent leur premier long métrage réalisé ensemble, qui s'appelle Freaks, qui se fait surtout connaître en fait en festival. Il est projeté pour la première fois au Festival de Toronto. Il va faire, je crois, à peu près une quarantaine de festivals et il va notamment se faire remarquer en France
puisqu'il est projeté aux Utopiales à Nantes, si je dis pas de conneries, et au Paris International Fantastic Film Festival, le PIF, festival dans lequel il remporte le prix du meilleur film et le prix du public. Donc le film a quand même réussi à acquérir un petit peu de notoriété grâce à ça. Il sort donc en salle aux États-Unis en septembre 2019, mais paradoxalement, et malgré le fait qu'il ait été primé dans des festivals français, il ne connaîtra pas de sortie en salle en France. Donc il sortira directement en VOD en janvier 2020. Le budget n'a pas été rendu public, mais le film récolte, attention, tiens-toi bien, 335 000 dollars dans le monde. Oh merde, c'est sa famille qui allait le voir. Oh, c'est chaud. Ouais, c'est un petit peu dommage. C'est un film fantastique qui se passe de nos jours et qui raconte l'histoire d'une gamine qui vit avec son père et qui est en fait enfermée chez elle. Son père exerce une autorité assez stricte sur elle et l'interdit absolument de sortir et voire même de regarder par la fenêtre, quoi. Donc voilà, on commence sur un postulat qui rappelle un peu l'horreur familiale. Le père est incarné par Emile Hirsch, donc on a vu notamment dans Into the Wild, entre autres. Donc on suit cette gamine en fait qui a un comportement d'enfant qui est extrêmement curieuse et qui va chercher en fait progressivement à défier un petit peu l'autorité de son père. Son père n'est absolument pas violent avec elle, mais il est assez autoritaire. Mais on sent qu'il essaie de protéger sa fille d'une menace extérieure en fait. S'il ne veut pas qu'elle quitte la maison, c'est parce que dehors il y a potentiellement un danger qui les guette. La seule chose qu'on sait sur le monde extérieur, c'est qu'il y a un marchand de glace un petit peu inquiétant qui rôde autour de la maison. Et évidemment, un beau jour, des événements vont l'amener à sortir de chez elle et à découvrir le monde extérieur. Et là, je ne peux pas vraiment t'en dire plus, parce que sinon je rentrerai vraiment dans le spoiler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un film fantastique. C'est que cette gamine a des particularités, que son père, elle aussi, a des particularités, que le film va progressivement passer du huis clos à un pur film fantastique qui va lorgner du côté du comic book. On pensera tout de suite à du X-Men, en fait, tout simplement, Ouais. avec un contexte social bien défini. Le surnaturel va progressivement rentrer en fait dans l'histoire. Il faut savoir que le film commence en fait comme une espèce de thriller un petit peu intimiste, quoi. On nous invite vraiment à explorer cette relation père-fille qui fonctionne très très bien parce que la gamine est tout simplement excellente et Emile Hirsch est lui aussi très solide dans son rôle. Donc on a vraiment voilà, une sorte de drame familial dans les premiers instants du film et on va bifurquer ensuite sur du fantastique et on va avoir une véritable proposition d'univers. Si je devais chercher un comparatif, je citerais en fait un film qui est sorti il y a 3 ou 4 ans, un film de Jeff Nichols qui s'appelle Midnight Special, Ah, Michael que- Shannon. avec Michael Shannon, comme tous les films de Jeff Nichols, que je vous recommande beaucoup, Midnight Special si vous l'avez pas vu. Il y a Adam Driver aussi, si je me souviens bien, dedans, Yeah. et Joel Edgerton. C'était vraiment un très très bon film. Voilà, dans la relation en fait d'un parent et de son enfant, tous les deux marginalisés, qui doivent fuir quelque chose. Le film est très très bien parti pour être vraiment extraordinaire. Le truc, c'est qu'il a, à mon sens, les défauts de ses qualités. Je m'explique. L'univers fantastique qu'il nous propose est vraiment très ambitieux. Le truc, c'est que c'est un budget assez modeste. Et un budget assez modeste, ça passe par quoi? Ça passe par des effets spéciaux parfois un petit peu approximatifs, Ouais. mais utilisés plutôt à bon escient. Donc ça te sort pas forcément du film. En revanche, le film a tendance à se casser un petit peu la gueule dans son troisième acte. C'est-à-dire que dans son troisième acte, il épouse complètement son univers surnaturel et ses ambitions surnaturelles, au détriment en fait de la relation qui unit le père, la fille et ce troisième personnage qui est le vendeur de glace. Ce qui était pourtant le cœur de l'intrigue au départ. Ouais, ce qui est dommage, parce que c'est vrai que quand tu as un budget un peu serré, t'essayes au contraire d'aller plus dans le personnage pour éviter de montrer un Exactement. maximum, ouais. Ouais, tout à fait. Exactement. Et donc, voilà, on sent qu'il y a une vraie envie de dépasser les limites, en fait, de dépasser ces contraintes budgétaires, sauf que ça nous détourne vraiment de l'essentiel. Et cet univers, même s'il est très, très attrayant, même si on a vraiment envie de l'explorer, il y a un problème d'équilibre
par rapport à ça. Je ne sais pas si c'est une histoire de moyens, mais l'univers tel qu'il nous est présenté aurait vraiment gagné à être plus étoffé. Le film a le cul entre deux chaises, en fait, entre vouloir continuer Mhm. l'histoire de cette gamine et explorer un peu plus avant cet univers. Le problème, c'est qu'il essaie de faire les deux à la fois. Et dans le troisième acte, en tout cas, ni l'un ni l'autre ne fonctionne vraiment. Ah merde. C'est un petit peu dommage et ça a tendance à niveler un petit peu le film par le bas. On enchaîne à la fois les incohérences dans l'univers qui nous est présenté et aussi dans le caractère des personnages. Donc voilà, je pense que le film est un petit peu dépassé par ses ambitions, mais c'est très rare d'avoir un film, enfin, d'avoir des personnages aussi bien écrits, avec de très très belles relations entre eux. Et encore une fois, une proposition de fantastique qu'on aimerait avoir plus souvent. C'est typiquement en fait le genre de scénario que j'aurais bien aimé voir produire par un studio indépendant, mais avec un peu plus de budget, quoi. Et du coup, il n'a pas Euh, du tout été produit par DreamWorks, parce que c'est vrai que ça pue un peu aussi un peu l'histoire la Spielberg, quoi. non, Non, pas du tout, du coup. non, il n'a pas été produit par DreamWorks. Alors, j'ai essayé de trouver le studio. C'est des studios vraiment indés. Je pense pas qu'il y ait de major derrière. En tout cas, j'ai pas vu de nom de major. C'est Alors, con je parce vais que là, juste. je vois en personnage, je me doute du coup à travers ton pitch que c'est lui le vendeur de glace. C'est Bruce Dern, quoi. Ils ont réussi à avoir Bruce Dern. C'est ça exactement. C'est Bruce Dern Putain, c'est bon qui ça. est très très bon, qui est très très bon dedans, qui est une figure assez. Encore une fois, je peux pas vraiment spoiler, mais qui est une figure très très ambiguë dans le film. Une sorte de méchant. Enfin bref, je te dirai rien dessus. Mais c'est vrai que son personnage est très très intéressant et c'est la troisième figure familiale en fait. Enfin, Emile Hirsch, la gamine et Bruce Dern vont vraiment former le cœur du film en fait. Et une bonne partie du film va se construire sur la relation qui les unit avant, comme je te dis, de passer vraiment, d'épouser vraiment la proposition fantastique et d'aller à fond dedans, ce qui va apporter évidemment son lot de défauts. Mhm. Attends, j'essaie de voir un petit peu. Y a pas de problème. Et c'est vrai que quand tu me piches le truc, Emile Hirsch, moi je suis pas un grand fan. Moi, j'ai jamais été un grand fan. Mais quand t'as Bruce Dern, bah, pour certaines personnes le connaissent parce que c'est Tarantino qui l'a un peu sorti de sa retraite avec Les Huit Salopards, mais c'est vraiment un acteur extraordinaire qu'on a pu voir dans Les Banlieusards. Hmm. Euh, Nebraska? Ouais, voilà, Ouais, ça marche. Nebraska. Enfin, c'est vrai qu'il y a un mec extraordinaire. Alors qu'Emile Hirsch, ouais, j'ai toujours du mal à le voir en père de famille. Je trouve qu'il a toujours l'air d'être un gamin de 17 ans, mais petit à petit, faut que je me mette dedans. Mais écoute, moi, c'est pas un acteur que j'aime plus que ça non plus. Enfin, je veux dire, je l'aime bien dans Into the Wild, même si je suis pas hyper fan du film, mais non, je l'ai toujours trouvé. Ouais, il est naturel, si tu veux. En revanche, en père de famille, ça marche plutôt bien. Il porte pas le film uniquement sur ses épaules, mais en tout cas, il a les épaules assez larges en fait pour au moins rendre cette relation crédible. Tu penses quoi des deux réels? Tu crois qu'ils vont faire un truc bien par la suite ou qu'ils vont se retrouver à faire Kim Impossible 2? Et écoute, moi j'espère qu'ils vont poursuivre dans cette voie avec un petit peu plus de succès. Faut espérer en fait que les distinctions qu'a reçu le film leur permettent en fait de poursuivre leur carrière. Faut dire un truc aussi, et tu parlais de DreamWorks, tu pourrais aussi le rapprocher en fait des productions. C'est le genre de film que tu peux rapprocher des productions Amblin. Et c'est-à-dire que le film a un petit peu été marketé comme une sorte de Stranger Things. C'est le genre de film un petit peu d'actualité, quoi. En tout cas, qui surfe un petit peu malgré lui sur la vague nostalgie des années 80, enfin, sur la vague des films fantastiques avec des enfants en vedette, tu vois. Ouais, je vois tout à Donc, fait. les Stranger Things, Midnight Special était un petit peu dans cette vague-là aussi, même si je trouve que Midnight Special est bien meilleur qu'un Stranger Things, en tout cas. Enfin, Oh mon voilà. Dieu, oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Non, en tout cas, c'est pas, contrairement à un Stranger Things ou quoi, c'est pas un film qui incite à la nostalgie, mais il Mhm. s'inscrit vraiment dans cette tradition, voilà, de films fantastiques mettant en scène des enfants en tant que personnages principaux.
Et c'est d'ailleurs une des vraies forces du film. Il y a un truc qu'on pourrait complètement opposer à Stranger Things, je pense que c'est le truc qui marche le moins dans Stranger Things, c'est le fait de clairement épouser le point de vue d'un enfant. Parce que cet enfant, c'est avec lui ou avec elle plutôt qu'on va être introduit à cet univers. Et elle a un véritable regard enfantin. Elle a un comportement d'enfant. Ça veut dire que elle va être à la fois émerveillée, effrayée. Elle va faire passer ses émotions avant son raisonnement. Certaines de ses décisions sont complètement impulsives. Et donc voilà, le personnage est vraiment écrit comme un enfant et est crédible. Chose qui fait affreusement défaut, je trouve, enfin à mon sens, à une série comme Stranger Things, où on a des gamins qui pensent comme des geeks de 40 piges, tu vois. C'est ça, oui. Je vois tout à fait. Donc, donc voilà, son personnage principal, c'est une des plus grandes forces du film. Et j'ai rarement vu, encore une fois, un enfant écrit avec tant de justesse et voilà, qui n'est jamais tête à claque. Ça, c'est qui est très bien, qui est très bien dirigé. Elle a un côté un petit peu candide. Elle a du mal à prononcer certains mots, tu vois. Enfin, elle a vraiment une diction d'enfant, tu vois. Ah, génial. Ce qui apporte encore plus d'authenticité, je trouve, au personnage. Je pense qu'elle parle vraiment comme ça. Je pense pas qu'elle ait été dirigée comme ça. Mais en tout cas, comme vecteur d'émotion et comme porte d'entrée à cet univers, c'est absolument remarquable. Ça me donne envie, ça me donne envie. Mais c'est vraiment, c'est une très bonne surprise. Mais encore une fois, je suis ressorti de ce film vraiment frustré parce que c'est un très bon film, mais il y a vraiment un grand film qui se cache dedans. Oh merde, est-ce qu'on va utiliser le terme mi-figue, mi-raisin? Vraiment. Non, non, parce que les figues mi-raisin, tu vois, c'est moyen, tu vois, on est vraiment dans le truc mitigé. Là, c'est pas mitigé du tout. Je pense que c'est vraiment un film à voir. C'est le genre de film fantastique qu'on aimerait voir produit par enfin, que les majors ne produisent plus, en fait, tout simplement. Et pourtant, il y a des trucs qui marchent bien aujourd'hui. Il y a du super-héros, il y a du contexte social, il y a du Stranger Things ou du Amblin-like en quelque sorte. Je sais pas trop Mhm. comment dire ça. Mais voilà, Non, je c'est des comprends. trucs qui marchent ailleurs, qui sont combinés ici, mais pour une raison ou pour une autre, là, ça n'a juste pas pris, alors que le film, encore une fois, est très bon. Bon, ça n'a pas dû coûter très cher. Au pire, c'est une super visibilité avec tous les prix qu'il a réussi à glaner. Au moins, Ouais, c'est voilà, clair. Je c'est un pense bon truc que pour ces réals, quoi. c'est ça. Je pense que c'est très bien que le film se soit fait remarquer en festival et qu'il ait remporté des prix. Il a vraiment remporté pas mal de prix. Je pense que c'est tout bénef pour eux. Voilà. Maintenant, est-ce que ça va suffire à les faire poursuivre dans cette voie? J'en suis pas sûr. En tout cas, je l'espère très sincèrement, quoi. Bah, conseil, tu signes pas avec DC et tout va bien se passer, y a pas de problème. Oui, non, faut pas qu'on leur confie un film de super-héros ou quoi, mais bon, je pense ils en sont pas encore là, quoi. C'est vraiment un premier film à deux. Mais voilà, donc Freaks de Zach Lipovsky et Adam Bistein, je vous recommande ça très chaudement. Si vous aimez les films fantastiques, si vous aimez les X-Men, si vous aimez les enfants, je sais que c'est pas toujours le cas, mais voilà. Pourquoi tu dis ça? Je ne sais pas. Yeah, freaks. Ok, parfait. Donc, bah, Nico, je vais te laisser te parler de ton, enfin, je vais te laisser parler de ton premier film. Que Ouais, veux-tu en dire? Underwater, donc sorti cette année, totalement ignoré par le public et par une partie des critiques. J'ai pas vu beaucoup de critiques dessus, ce qui est bien dommage. Donc Underwater, alors il est sorti sous le giron de Feu, la Fox, qui n'existe plus maintenant, racheté par Mais non. Disney. Le film est emmené par Kristen Stewart, Vincent Cassel et malheureusement TJ Miller. Ouais, ça craint. Le film est réalisé par William Bank. Je sais pas si vous le connaissiez, mais alors il est toujours en vie, mais et en fait il a réalisé un super petit film qui s'appelle The Signal,
qui est sorti en 2014, qui est un petit film de SF ouais, qui est hyper sympa et qui vaut vraiment le coup de le mater. Et donc là, c'est son deuxième film Ok. sous la Fox, donc il a eu un petit budget 60 millions quand même, ce qui est pas si mal. Et ouais, non, clairement, ouais, Ah, ouais. c'est pas. Petit à petit, le mec augmente de budget en budget et surtout avec le cast qu'il a, qui est, ouais, c'est Kristen Stewart, quoi. Il faut se la taper. Et T'aimerais bien, hein? ouais, ma femme est contente. Ouais, Et donc, ok, du coup, le très film bien. reprend en fait les cadres de la série B, des films des années 90, que nous, on aime bien. Donc, c'est Mhm. Un cri dans l'océan, le Ouais. Léviathan. Il faut le recommander parce qu'il est, Oui. il est possible de le mater sur YouTube en VF, et rien que pour ça, il faut vraiment le mater. Ouais, Léviathan en Donc, quoi, VF Léviathan? sur YouTube, c'est une pépite. Ah, ah, c'est génial. En VF, c'est encore mieux, quoi. C'est Allusion à mes ça. doudounes. Je Ah m'en man, il souviendrai est toute ma tellement vie, bon je ce crois. film. Et pour Underwater, donc on suit une Ouais. équipe de forage dans la fosse de Marianne et qui sont à la recherche de minerais ou d'hydrocarbures, je sais vraiment pas trop. Et en gros, Mhm. pourquoi je parle du film, c'est en fait la force du film, il réside dans sa simplicité. Donc comme je l'ai dit, on suit une équipe de forage dans les profondeurs de l'océan. Et en fait, ce qui le rend intéressant, c'est son exposition. Cette fois, il n'y a pas de présentation du lieu ou des personnages. Là, on est tout de suite propulsé dans le film par une explosion de dingue qui Mhm. survient dès la première minute du film. Et là, on suit en fait le protagoniste principal, qui est Kirsten Stewart, et qui est très 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 bonne dans son implication, dans le dévouement qu'elle balance dans son rôle. Enfin, elle tend un peu vers le côté cosplay un peu cheap de Helen Ripley. Mais en fin de compte, elle apporte tu sais, ce côté un peu nihiliste qu'elle a dans chaque rôle. Je sais pas si c'est dans sa gueule, sa façon de jouer, mais elle a toujours ce côté nihiliste qui est très bien retranscrit dans le film, je trouve. Je pense qu'il y a eu beaucoup de conversations en pré-prod avec le scénariste parce que elle a le côté son personnage est mis en valeur sur le fait que elle, dans le principe du verre à moitié plein ou à moitié vide, elle c'est toujours à moitié vide et tout son personnage joue là-dedans. Et je trouve ça intéressant. C'est un peu Mhm. cosmétique, mais ça vaut vraiment le coup c'est toujours intéressant d'apporter ce genre de choses. Ben, de toute façon, bon, je sais que c'est un aspect que, que tu as bien sûr pas mal retenu du film, c'est qu'elle traverse quasiment tout le film en petite tenue. Tu me connais bien. Et, et ouais, t'en parleras certainement mieux que moi, mais c'est vrai que bon, elle est pas, enfin moi je trouve qu'elle est pas forcément sexualisée dans le rôle, Ouais, tout et à c'est fait. vraiment Et très pour très vraiment très pour chouette quoi. rebondir à ce que tu dis, je pense que c'est aussi ça met en avant sa capacité de comprendre un film. C'est que clairement, elle a vu et re-revu Alien Mm. et elle s'est pas juste dit ah bah elle a une petite culotte. Tu me connais, je défends un peu Kristen Stewart parce que je trouve que c'est une bonne actrice et qu'il faut vite oublier toutes ces merdes qu'elle a tournées avec les vampires à bout la facette quoi. Ouais. Et du coup, comme ce que je disais, donc on suit Kristen Stewart après cette explosion. Et là, en fait, on essaye de survivre avec elle, quoi, dans un enchaînement de couloirs, tu vois, brisé par la pression de l'eau, en fait, qui demande que à l'engloutir. Et ce côté Mm. haletant apporte une tension de dingue dans le film. Et après Ouais. plusieurs de ces minutes-là, le réalisateur expose enfin ses personnages secondaires, mais tout en gardant l'urgence de la situation et sans l'emmener, sans emmener le Ok. spectateur, tu sais, dans la caractérisation des personnages vus et revus dans tous les autres films du genre, quoi. Ici, on avance et on Mm. tente de comprendre ce qui se passe au fur et à mesure. Et je trouve que c'est vraiment un point hyper important du film. On en est à peu près 20-25 minutes du film. Et à ce moment-là, voilà, il y a deux trucs là Mm. qui m'ont choqué et qui choquent vraiment le visionnage. Le premier, je l'appelle haut et fort, c'est T.J. Miller. Mm.
Vraiment, alors, j'ai rien contre lui. Enfin, je m'en carre, en fait. C'est même pas un acteur. Pour moi, c'est rien, quoi. Mais même si, voilà, maintenant, on a appris qu'il était la cible de la controverse MeToo, qui le pointe un peu comme un gros connard et un pervers, mais comme beaucoup d'autres. Est-ce que ça l'excuse? Clairement pas. Je pense qu'il faudrait Ouais. plus jamais le voir parce que le mec sert à rien. Mais en gros, il est juste insupportable, quoi. Il joue le comic relief de tout ce genre de films, de séries B. Je sais pas pourquoi, il y a une fixation sur un comic relief. Putain, les gars, on est en 2020, arrêtez avec ça. Genre, c'est vieux comme le monde, on en peut plus, quoi. Ah ben ouais, pourquoi pas. Enfin après c'est vrai que c'est dans ce genre en tout cas de film, ouais, il y a souvent des comic relief. Le truc c'est que si tu prends Alien comme inspiration, déjà t'en as deux des comic relief, donc t'as un espèce de duo comique, mais qui en est pas vraiment un en fait quoi. C'est surtout des personnages genre de Harry Dean Mhm. Stanton et Yaphet Kotto. C'est plus des mecs suffisants et tout qui se font des blagues Mais entre eux. à travers les Mais blagues, ça montre vraiment c'est un mix des aussi, deux. pour chaque blague, il y a une Ouais, représentation du personnage, je dirais presque. Sans aller jusqu'à décrypter les blagues, mais genre, ouais. c'est le blague qui est le seul blague dans un univers corporatiste contrôlé par les Blancs, et l'autre, c'est au contraire Mm. l'Américain moyen, presque syndiqué, qui se demande, putain, qu'est-ce qu'on fait là? On a envie de rentrer, on a envie de se faire payer, quoi. Mais je trouve que c'est ça, et c'est à chaque blague, ça apporte ça, en fait, Ouais, ouais, c'est clair. dans Alien. Mm. Puis ouais, ouais, c'est sûr. Et puis, je pense que tu ris. Enfin, c'est eux qui se font des blagues entre eux et qui rient de ça. Et nous, on est amené à rire avec eux. Ils font pas les cons, en fait, quoi. Ouais, Pour pas clairement. trop, C'est pour vraiment, mal marrer ça le apporte un spectateur, petit quoi. plus, quoi. Ce qui est le cas. C'est ça, ce qui est le cas de T.J. Miller et vu qu'on parlait de Léviathan tout à l'heure, Clairement, clairement, ouais, ouais, bien du sûr. Six-Pack, là. Ça apporte rien. Je pense que je sais pas comment il taffe, TJ Miller. Je sais pas comment il fait. Mais t'as l'impression qu'il a carte blanche et on le laisse aller dans ses blagues, quoi. Mais je te jure, il y a un moment, Mm. je te jure, il y a vraiment un moment où, Ouais. avec ses blagues de merde, vraiment, je m'attendais à ce qu'il pète dans sa combi, quoi, pour nous décrire l'odeur. Mais vraiment, quoi. Oui, non, mais Je Attends, tu es crois pas, sûr qu'il n'y a mais pas une scène putain, comme ça dans le vraiment, jeu? je m'attendais clairement à ça au visionnage. Je me disais, non, vas-y, mais arrête, je t'en prie, vas-y, ta gueule. Mais pour rassurer les gens qui écoutent, il meurt au début. Non, mais désolé, comme ça, voilà, je passe le côté, spoiler, rien à foutre, il meurt. Et ça Ah, fait ça, du ok. bien, ça fait du bien, putain, là-bas. Il est pas ceci. Non, là, juste la caractéristique du personnage, c'est Ouais, qu'il se c'est balade vrai. avec un lapin en peluche. T'en es au niveau zéro de l'écriture, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est un petit peu bizarre. C'est un petit peu bizarre, ouais, le délire du Mais lapin. Mais oui, je ça, sais, ça doit ouais, être un ouais, de ses clairement, délires on à sait lui, pas. On sait j'imagine. pas ce qu'il fout là, on sait pas ce qu'il est. Bah, c'est le mec, je sais pas. Et donc, c'était TJ Miller, mon premier point. Et le deuxième point, clairement, et on est d'accord, parce que je sais qu'on a regardé le film, on l'a pas regardé ensemble, on l'a regardé euh, tous les deux, et c'est le design hyper générique des monstres. Parce que oui, big spoiler, c'est des monstres, mais bon, vous l'avez vu dans la bande-annonce Ouais. et dans l'affiche, je crois qu'il y a un système de monstres ou je sais pas quoi, de mâchoires. Et c'est con Mm. parce que ils sont pas originaux, ils sont pas très angoissants. Je trouve qu'ils sont pas filmés au début. Ils sont Alors pas c'est ça. Alors filmés, après c'est c'est fait les dents difficile. de la mer quoi. On le montre pas et c'est ce qui nous fait peur. Je trouve que là pour le coup ça marche plutôt bien parce que Mm. William Bank, le réal arrive à vraiment à faire ressentir un maximum de tension dans la tension et c'est ça qui est intéressant. C'est jouer sur la claustrophobie, sur une explosion sous-marine, comment tu survis et en plus il y a des trucs bizarres qui se passent, ça marche. Mais dès qu'on les voit, ça marche plus parce que c'est des monstres qu'on a déjà vus partout quoi. Ils sont clairement pas Ouais. intéressant en termes de design. Alors, quand je regardais un peu, je me suis renseigné sur le film, lui, il avait une autre vision des monstres. Est-ce que c'est un manque de moyens, un manque de flemme? Peut-être, ouais. Mhm. Mais ça excuse en rien, c'est que c'est dommage. C'est clairement dommage. Faudrait voir un peu, j'imagine, les différents. Si on peut pas trouver des concept art, en fait, euh, de différents designs, en fait, Mhm. que les monstres auraient pu avoir. Je suis en train de chercher ça en même temps. Je trouve que c'est des trucs un petit peu à la Cthulhu, ouais, mais ça reste dans le même délire.
Mais c'est vrai que pour continuer dans les monstres, ils marchent mieux quand ils sont suggérés. Et c'est vrai que enfin, toute cette tension, elle retombe un peu comme un soufflé une fois que mec les filme. Mais malgré tout, mais bon, là, je vais à barrière à spoiler, mais j'en dirai pas plus. Il y a quand même une grosse surprise à la fin, une très grosse surprise en termes de Ah ouais, monstre alors pour le coup, je te qui est rejoins parce très que chouette. c'est Enfin, moi, j'ai beaucoup Lovecraft, aimé. quoi. Je la trouve juste extraordinaire, ça, ce monstre de fin, un peu en Ouais, mode final boss, c'est une petite tuerie, quoi. Mais après, en plus, c'est vrai que c'est pas mal. c'est vraiment dommage parce que C'est pas mal. les monstres créent la mythologie, quoi. Et là, ils en font rien. C'est comme si Mm. en fait, le réel s'était dit, et c'est un parti pris peut-être, de dire que les personnages humains, donc nos protagonistes, sont peut-être plus importants. Ce qu'ils traversent est peut-être plus important que les monstres réels. Je sais pas. C'est un parti pris, je pense, mais ça méritait vraiment plus de travail sur les monstres, on est d'accord. Hein, ça, et puis ça interdit aussi, bon, tous les films comme ça ne peuvent pas être aliens, c'est clair, mais ça interdit aussi quelque part le fait que tu puisses tisser un lien, en fait, faire un parallèle entre le personnage et la créature. Dans Alien, tu passais ton temps à suivre une replay, enfin qui finit limite à poil Clairement, ouais, bien sûr. devant une espèce de phallus géant, quoi. Et ouais, mais bon, enfin voilà, ça c'est dans Alien parce que c'est assez génial, mais du coup, n'avoir vraiment aucun design comme ça, non seulement ça apporte pas forcément de mythologie derrière, mais en plus ça ne dit pas grand-chose et c'est dommage. Quand dans ton film de monstre, le monstre ne dit Ouais, ouais, je suis rien, tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'en c'est Alien, c'est clairement, dommage. c'est la représentation du phallus, mais parce que j'ai l'impression, mais comme Predator, Mm. pour revenir un peu dans le série B film de genre, c'est que le monstre est réfléchi en amont pour soit dire quelque chose sur notre société, ou soit dire quelque chose dans l'univers dans lequel il est. Predator, il se camoufle dans la forêt. Mm. Je mettrais plus Underwater dans une représentation presque miroir de Predator, quoi. C'est dommage, en fait, ces monstres-là auraient pu être sur Mm. Terre, ça aurait rien changé. En fait, en gros, c'est ça qui pose problème. C'est que ils auraient dû jouer un monstre qui a une vraie plus-value d'être sous l'eau, parce que c'est son milieu, et donc ça aurait dû apporter quelque chose en plus dans la narration et dans la mythologie du monstre. Et c'est vraiment dommage qu'ils l'ont pas fait. Pour Ça revenir marche au pas. film, pour moi, ce qui marche divinement bien, c'est la tension. C'est vraiment la succession de tensions et une photo superbe de Baseli je ne sais pas si vous connaissez, mais Mhm. il a fait Sans un bruit, il est directeur photo de Sans un bruit, de Le Mans 66. Enfin, c'est un mec qui travaille divinement bien. Et tu vois qu'il s'est vraiment éclaté avec le directeur artistique, car Ouais. vraiment les décors sont vraiment très beaux. Enfin, je trouve que ça apporte vraiment une ambiance vraiment de Mhm. rouille et de sang vraiment au top par rapport au film, quoi. Je trouve qu'il y a un vrai côté film des années 90 encore, je reviens à ça, mais c'est les films des années 90 où penser avec tous les artisans qu'il y a autour, quoi. Et pour le coup, je trouve qu'ils ont fait ça divinement bien. Mm. Et gros coup de cœur pour le design des combinaisons de plongée. Je trouve que ça, Ouais, je trouve que c'est un petit côté méca Oh putain, ouais. et ça rallonge en fait l'effet de tension qui existe déjà avec déjà ce côté très claustrophobique des lieux. Et je trouve que Mm. c'est divinement bien montré. Il y a un côté lourdeur de la combinaison. Les mecs sont obligés d'être à deux pour la mettre. Et c'est top parce que ça crée une tension dans la tension, dans la tension. Et sans tomber dans la caricature. Et je trouve ça vraiment très bien fait. Mm. Ouais, et puis juste le kiff de voir de belles armures, des beaux scaphandres de plongée et Pas tout, grave. bien badass, Et bref, ben, c'était chouette. voilà, Underwater, c'est juste un petit film B, bah, vraiment, simple, sans prétention, mais qui rappelle un genre que la Fox arrivait si bien à faire dans le passé, quoi. On vient d'en parler, Alien, Predator. Et sans le mettre à ce niveau-là, c'est vraiment un film qui nous rappelle que on n'a pas besoin d'avoir
des films de 2h30 pétés de thunes ou d'univers étendu pour juste procurer du plaisir au spectateur, quoi. Et je suis vieux et Ouais. ça me fait penser au bon vieux temps des films des années 90. Bah écoute, merci Nico de nous avoir parlé d'Underwater, hein. Je t'en prie, je suis là pour ça, vous me payez pour ça. Ouais, Je suis là. on te paye grassement tout l'argent du contribuable. Ah bah, une blinde, monstrueux. C'est ça. Donc, ben écoute, écoutez, je vous propose de continuer donc sur mon deuxième film. Avant de vous parler de mon deuxième film, je vais vous faire une petite confession. Ça fait à peu près 2 ans que je voue un espèce de culte un petit peu bizarre à Sylvester Stallone. Depuis, Mais comme tout le monde, comme tout le depuis que monde. comme tout le monde, je ne sais pas, mais en tout cas depuis que j'ai vu le premier opus de la saga Rambo, que j'ai absolument adoré, qui est quasiment instantanément devenu un de mes films de chevet, ce qui arrive assez rarement, tu vois, genre de voir un film et tu ne t'y attends pas et tout d'un coup, c'est un coup de matraque dans la gueule, en fait, tu vois. C'est l'effet que m'a fait en tout cas le premier Rambo. Depuis, j'ai regardé pas mal de films avec Sylvester Stallone, des bons et des moins bons. Arrête ou maman va tirer, par exemple. Ouais, ça, tu vois, j'ai pas encore osé. Mais justement, j'ai décidé donc de vous parler aujourd'hui d'un film avec Sylvester Stallone, mais pas réalisé par Sylvester Stallone, qui est sorti en 1989 et qui s'appelle Haute Sécurité. Oh là 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 là, là, tu donnes des. Ouh, oui, c'est magnifique. Donc Haute Sécurité, Lock Up, réalisé par John Flynn, est sorti en 1989. Évidemment, moi je vous parle de ce film surtout pour parler de Sylvester Stallone et d'où il en est dans sa carrière à ce moment-là. Mais je peux pas évoquer Lock Up en fait sans vous parler de son réalisateur qui est quand même un très très gros nom. Donc le réalisateur c'est John Flynn. Vous la faire très courte, en gros John Flynn c'est non moins qu'un disciple du réalisateur Robert Wise. Donc Robert Wise, très très grand nom de l'âge d'or d'Hollywood, enfin très très grand nom du cinéma hollywoodien, qui a réalisé notamment Le jour où la Terre s'arrêta, West Side Story, La canonnière du Yangtze ou The Sound of Music, La mélodie du bonheur, pour ne citer que quelques-uns de ses films les plus connus. Il a également été monteur sur le Citizen Kane d'Orson Welles. Voilà, rien que ça. Et également script sur West Side Story. Mais John Flynn, au-delà d'être le disciple de Robert Wise, c'est également un cinéaste qui s'est fait connaître en 1977 avec un film qui s'appelle Rolling Thunder, qui raconte l'histoire d'un vétéran de la guerre du Vietnam dont l'enfant et la femme se font assassiner et qui va chercher à se venger dans les grandes lignes. Et donc, il a propulsé donc, sur le devant de la scène dans les années 70. Le problème, c'est que c'est un succès qui ne va pas durer, puisque dans les années 80, il va enchaîner les échecs critiques et publics, dont le film qui nous intéresse aujourd'hui, Lock Up, qui, hélas, a été un échec surtout public, critique un petit peu moins, mais d'après mes recherches, la critique de l'époque n'a pas forcément été tendre non plus avec le film. Donc, le film donc, est sorti en 1989. Donc là, je suis obligé de vous parler de Sylvester Stallone et d'où en est Sylvester Stallone à cette époque. C'est une période où Sylvester Stallone avait clairement chopé le melon. En tout cas, d'après ce que je sais, il sort pas forcément de l'échec, mais de la déception en tout cas que représentait Rambo 3, qui n'a pas eu le succès attendu malgré les moyens colossaux qui ont été déployés. Donc, je pense qu'on a eu une volonté de la part de Stallone à l'époque de revenir à un personnage un petit peu plus modeste, un peu moins bigger than life. Le problème, c'est que pour avoir vu quelques-uns de ses films dans les années 90, il y a des tentatives de revenir à quelque chose d'un peu plus modeste, de revenir en fait aux origines de ce qui a fait le succès de Sylvester Stallone, c'est-à-dire des personnages de prolo. Lock-up en fait partie. Le problème, c'est que son image de guerrier tout-puissant à la Rambo va définitivement lui coller à la peau et il ne va pas forcément réussir à s'en dépêtrer. C'est le cas dans Lock-up. Ça va être le cas, je pense, par exemple, dans Tango and Cash ou ce genre de truc. Et je pense que l'exemple le plus flagrant de cette contradiction, en fait, entre les ambitions de Stallone et son statut à l'époque, ça va être Rocky V, dans lequel il va essayer de faire revenir le personnage de Rocky à ses origines, c'est-à-dire dans les rues de Philadelphie,
Le problème, c'est que le personnage de Stallone à l'époque, c'est ce type sans peur ni reproche et vraiment over the top. Et le film va se planter vraiment à cause, à mon sens, en grande partie à cause de ça, quoi. Ah, il a essayé Ouais, mais au moins, son côté retour au prolo avec Rocky 4 et Over the Top, quoi. Il a bah, essayé de ce côté retour aux sources du Rocky petit 4, prolo Rocky qui 4, se bat contre. il est quand même bien prolo Rocky 4. Hein. Je pense on en est assez loin, quoi. Mais justement, je pense que c'est un truc qu'il avait perdu de vue. Il s'en est rendu compte et il a essayé de le refaire avec le cinquième. Et en tout cas, je pense que c'est aussi dans cette volonté que s'inscrit, dans cette démarche en tout cas, que s'inscrit Lock Up. Est-ce que ce retour un petit peu aux sources va lui permettre de renouer avec le succès? Comme je te l'ai dit, apparemment pas. Mais il faut savoir que la gestation du film a été un petit peu compliquée. Là, je cite Wikipédia, mais j'ai trouvé absolument aucune source qui corrobore en fait cette anecdote. Mais il semblerait que Clint Eastwood et Paul Newman aient été attachés à un moment donné à ce film. Donc Clint Eastwood dans le rôle du personnage de Stallone et Paul Newman dans le rôle du méchant. Mais encore une fois, c'est une information que je n'ai retrouvée nulle part ailleurs que sur Wikipédia, donc à prendre avec de grosses pincettes. Je vais peut-être vous expliquer un petit peu le pitch de départ. C'est inspiré de faits réels. On suit ce prisonnier qui est en fait un prisonnier modèle qui est sur le point de purger les 6 derniers mois de sa peine dans une prison à basse sécurité, entre guillemets. Donc, bon, prisonnier modèle qui s'entend bien avec tous ses co-détenus, sauf que quelques mois avant sa libération, il est transféré, malgré lui, il est transféré de force dans une prison à très très haute sécurité par en fait par le directeur de cette prison à haute sécurité, qui est incarné par Donald Sutherland. Et il se trouve que ce directeur de prison a eu une histoire en fait avec le personnage de Sylvester Stallone. Euh, Sylvester Stallone en fait s'est déjà évadé de prison. Il s'était évadé en fait de la prison dont Sutherland était le directeur à l'époque en fait. Ce directeur de prison est donc devenu directeur de cette nouvelle prison haute sécurité et pour se venger de l'humiliation que lui a infligé Sylvester Stallone par le passé, décide de le transférer de force dans cette nouvelle prison ultra sécurisée avec pour seul et unique but de se venger et de briser à la fois physiquement et psychologiquement le personnage de Sylvester Stallone. Et là, je vais citer en fait une interview donnée par le réalisateur, par John Flynn, donc en 2005. Ce qui s'est passé, c'est que à la fin des années 80, juste après Rambo 3, Sylvester Stallone avait uniquement une fenêtre assez réduite en fait pour tourner ce film. L'idée en fait de faire un film tiré de cette histoire vraie émerge à la fin des années 80. Mais comme je disais, Sylvester Stallone n'a que très peu de temps pour tourner ce film. Donc là, je cite vraiment John Flynn. Le film a un studio, une vedette, un metteur en scène, mais toujours pas de scénario. Donc, l'écriture du film est confiée à Jeb Stewart. Jeb Stewart, qui est un scénariste très très en vogue à cette époque-là, vu qu'il vient d'écrire Piège de cristal. C'est le scénariste de Die Hard, de John McTiernan. Donc, c'est un scénariste qui a vraiment le vent en poupe. Et donc, le prochain scénario sera Léviathan, Magnifique. comme par hasard. Le truc, c'est que, comme je l'ai dit, Stallone ne dispose que de très peu de temps pour tourner ce film. Donc, le film part en tournage, limite sans scénario, en fait. Et le scénario sera écrit au fur et à mesure que les films vont se tourner. Certaines pages du scénario vont vraiment être rédigées pendant le tournage. Pendant le processus, les débuts du processus d'écriture, l'équipe parvient quand même à faire quelques repérages et jette son dévolu donc sur une prison, je crois, qui s'appelle Raho, qui est située au New Jersey. Et petite anecdote assez sympathique sur la prison de Rahok. Il s'agit de la prison dans laquelle, au moment du tournage, a été incarcéré un certain Chuck Wepner. Chuck Wepner, en fait, qui est le véritable Rocky. Oh, c'est beau! Pour résumer, Rocky en fait est inspiré donc de ce Chuck Wepner, qui est un boxeur limite amateur en fait, en tout cas pas professionnel, qui a été choisi pour affronter Mohamed Ali et qui a véritablement tenu tête à Mohamed Ali à l'époque. Si vous avez vu Rocky, ce scénario doit vous être étrangement familier. Donc ça a été la source d'inspiration principale de Sylvester Stallone pour l'écriture de Rocky. Et donc, il se trouve que Chuck Wepner était incarcéré dans cette prison au moment où le film a été tourné. C'est beau. Et pour en rajouter une couche supplémentaire à l'anecdote, il se trouve que Chuck Wepner avait auditionné pour un second rôle dans Rocky 2.
Malheureusement, il n'a pas eu le rôle tout simplement parce qu'il est arrivé complètement pété à l'audition. Il se trouve que le personnage qu'aurait dû incarner Chuck Wepner s'appelait Chink Weber. Le personnage de Chink Weber n'apparaît pas dans Rocky 2, mais ce nom, Chink Weber, sera réutilisé dans Lock Up, et ce sera le nom en fait du bras droit entre guillemets du méchant, qui est incarné par Sonny Landau. La boucle est bouclée. Fait bouclé, donc voilà. Comme je l'ai dit, le film a été écrit en cours de tournage, ce qui laisse énormément de temps libre en fait au réalisateur, à Stallone et à l'ensemble de l'équipe pour aller un petit peu flâner dans la prison et faire un peu ami-ami avec les gardiens et les prisonniers qui ont vraiment fait de la figuration dans le film. Et d'ailleurs, si je m'abuse, est-ce que les prisonniers n'étaient pas réellement présents pendant la séquence de football américain du film? Parce que Euh, tu sens qu'il s'en prend plein la gueule, hein, non, non, Stallone, et comment il s'en prend plein la gueule. exactement, c'est un peu un des morceaux de bravoure du film, quoi. Oui, il y a des prisonniers, je pense, qui ont participé, ou en tout cas qui étaient dans le public lors de cette fabuleuse scène de football américain dans la est assez impressionnante. Tu vois vraiment, oui, Stallone au ralenti se faire tacler, mais alors méchamment. Mais donc voilà, ça rajoute en tout cas une touche de réalisme et d'authenticité assez bienvenue au film. Mais je me rappelle de cette putain de séquence, parce que je matais ça quand j'étais tout petit, je l'avais en VHS, et je me rappelle de cette séquence de douche, où je sais pas s'il était au militaire ou pas, mais tu as Donald Sutherland qui fout Stallone dans une douche. Et tu vois que Stallone donne, mais comme beaucoup de ses rôles, c'est qu'il donne clairement de lui-même Mm. dans cette séquence de douche, dans cette séquence où non, je suis navré, il n'y a pas une séquence de douche collective, mais il est vraiment foutu dans une toute petite boîte où il balance de l'eau chaude et de l'eau froide. Et cette séquence de football américain qui est juste extraordinaire. C'est pas de l'eau chaude et de l'eau froide. En fait, il le balance, je crois, complètement à poil, en fait, exactement dans une petite pièce où, à intervalles réguliers, il le bombarde d'une lumière complètement aveuglante et lui demande Oui. de réciter en fait son matricule. Ah, putain. Ce qui est une forme de torture en vue de le briser psychologiquement, quoi. Et, hum, exactement. Et justement, tout l'enjeu du film, ça va être de suivre Stallone donc dans cette prison haute sécurité dans laquelle il est régulièrement battu, torturé. Mais ne vous inquiétez pas, enfin, le type ne souffre pas plus que ça parce que bon, c'est quand même Sylvester Stallone et voilà. Et il a quand même cette image de, comme je l'ai dit, hein, limite de surhomme quoi, qui lui colle à la peau. Et le film va aussi accorder une grande importance en fait enfin, va mettre également en scène pas mal de second rôles d'autres prisonniers qui vont devenir les amis de Sylvester Stallone et avec qui, enfin, qui vont plus ou moins l'aider à surmonter ses épreuves. Euh, donc, il y a À travers la construction à travers d'une bagnole, non? Un truc comme exactement, ça, à une travers, Chevrolet, ou je sais pas quoi. c'est ça, ouais, ouais, en fait, il va se faire pote avec lui-même est mécanicien, le personnage de Stallone est mécanicien. C'est d'ailleurs pour ça en fait qu'il est en prison. C'est que on apprend plus tard dans le film, ça c'était un très gros spoiler, hein, mais c'était un gamin de la rue qui a été recueilli par un mécanicien, formé par un mécanicien. Et bon, il a été amené à traficoter un petit peu des bagnoles. C'est ce qu'il a emmené Mmh. en prison. Il a dû OK. s'évader en fait pour une raison très personnelle que je vous laisserai découvrir dans le film. Et tous ensemble vont se réunir, en fait, vont trouver une forme d'évasion et une lueur d'espoir dans la construction enfin, dans la remise à neuf, en tout cas, d'une vieille bagnole que le mécano de la prison gardait au chaud dans un coin du garage, quoi. Donc ça va être en fait oui, leur moyen d'évasion et leur lueur d'espoir, tu vois. Un projet que le personnage de Donald Sutherland va s'empresser de contrecarrer, évidemment. Donc tout l'enjeu du film, ça va être de suivre le personnage de Sylvester Stallone et de voir comment il va s'en sortir en fait dans cette prison malgré les sévices qu'on lui inflige, sévices autant physiques et surtout psychologiques en fait. Et c'est ça qui est assez beau en fait avec le film, c'est que même si encore une fois c'est quand même un Stallone voilà très sûr de lui, assez infaillible,
ce qui rentre un peu en contradiction en fait avec le projet du film, ben, on retrouve quand même malgré tout un personnage qui a les pieds sur terre, un personnage pas trop bigger than life, pas trop over the top, tiens. Malgré, en fait, c'est ça qui est assez spectaculaire, c'est que malgré l'aura que Stallone a à l'époque, on croit quand même à ce personnage qui en chie quand même un petit peu, et on croit surtout aux relations qu'il tisse avec les autres prisonniers. Donc si vous avez aimé le Stallone de Rocky, du premier Rambo, le film n'en a clairement pas le même niveau, mais c'est une tentative, encore une fois plutôt réussie, de revenir un petit peu aux sources de ce pourquoi Stallone a eu du succès, quoi. Enfin, en tout cas, de ce que moi, personnellement, j'aime chez Stallone, c'est-à-dire des personnages assez modestes et en tout cas touchants, quoi. Mais j'ai un problème avec ce film, c'est que c'est un mauvais film de prison et c'est un mauvais film de Stallone, quoi. Non, moi, je trouve Du pas que ce moins soit. de. Mais je suis méga d'accord avec toi sur la relation avec les prisonniers. Je trouve que ça marche bien et il y a un vrai truc là-dedans. En plus Après, qu'il y a, enfin, j'ai parlé un petit peu des seconds rôles, mais il y a un casting de tronche quand même, au-delà de Sylvester Stallone ouais, et de Kiefer Sutherland. Dans les seconds rôles, tu as Tom Sizemore, ouais. dont c'est le premier rôle, si je ne m'abuse. Et tu as aussi le bras droit du méchant, le bras droit de Kiefer Sutherland, qui est incarné par Sonny Landham, Mhm. que vous avez probablement vu dans le rôle de Billy dans Predator de John McTiernan, le type Yeah. qui finit par se scarifier à la machette, qui est un mec complètement mastoc et, d'après ce que je sais, assez instable sur les plateaux de tournage, notamment sur Predator, où apparemment il voulait se battre avec tout le monde, et qui là incarne une énorme brute, en fait, utilisée par Kiefer Sutherland pour démolir le personnage de Stallone, et qui est vraiment très très intense dans son rôle, tout comme Tom Sizemore d'ailleurs. Tom Sizemore ouais, qui joue un tolard assez malingre, mais un peu sournois, manipulateur, et qui est vraiment très 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 bon dans le rôle. Donc ouais, enfin, le film ne vaut pas uniquement pour Stallone, mais également aussi pour tous les acteurs qui gravitent autour de lui, quoi. Ouais. Non, mais il est bien. Je veux dire, je remets pas en cause le film, mais il est pas mal. Mais quand je regarde, à l'époque, je regardais Lookout. Mhm. Après, il y avait Death Warrant avec Jean-Claude Van Damme. Et c'est Ok, exactement le même style, exactement le même style. Et ok. c'est très très cool. Bah, écoute, Et là, tu vois Jean-Claude défoncer la gueule de mec, quoi. Tu vois, il ah, joue pas au génial. football américain, quoi. Ah, mais enfin, voilà, cette scène de football américain, bon, enfin, à mon sens, elle vaut largement une baston. Enfin, en tout cas, c'est une manière détournée d'avoir une scène de baston dans une prison, parce qu'elle est, bon, elle est assez violente. En tout cas, elle paraît vraiment très, très authentique. Parce que, comme tu le dis, je pense que, enfin, il y a vraiment Elle s'en est pris plein la les gueule. tolards de Raoult se sont vraiment prêtés au jeu. Et putain, les torgnules qui se mettent, c'est Grave. vachement impressionnant. Et si on prend par exemple d'autres films avec Stallone en prison, je pense au film qui fera juste après, qui sera Tango and Cash, ou un truc un peu plus Aïe, aïe, aïe. Évasion, avec Schwarzenegger également. Je pense que c'est quand même assez au-dessus, quoi, notamment d'Évasion. Et une belle petite musique. Je me rappelle plus de la musique de Lookout, mais je me rappelle d'une petite balade un peu qui revient souvent, un peu Oui, bah, mélancolique, un peu. d'ailleurs, oui, il y a une chanson. Il faudrait que je la réécoute, mais il y a une chanson qui rappelle un petit peu. Le film est perçu par pas mal de monde, plus ou moins à juste titre. Moi, j'irais pas jusque-là, comme une espèce de tentative de refaire du Rocky en prison, en fait. Ah Même ouais, ok. si, enfin, voilà, le personnage Frank Leon, voilà, même si le personnage de Stallone qui s'appelle Frank Leon est quand même, à mon sens, assez différent du personnage de Rocky. Enfin, je veux dire, je retrouve absolument pas l'underdog, tu vois, Mhm. qui est Rocky. En revanche, tu as des scènes, oui, qui peuvent paraître un petit peu similaires. Bah, notamment la scène de construction de la bagnole est montée un petit peu comme un training montage. D'autant plus que, comme tu dis, la musique est composée par Bill Conti. Ah bah oui, clairement, Voilà. d'accord, ok. Et si tu rajoutes en plus cette chanson qui peut rappeler Eye of the Tiger, si je me souviens bien, ça peut évoquer un petit peu Rocky, mais
Encore une fois, voilà, c'est peut-être le résultat de la tentative de Stallone de revenir un petit peu à ses sources, mais je pense que la comparaison vraiment s'arrête là, quoi. Mais voilà, si entre un Rambo, un Cobra, enfin un Rambo 3, un Cobra et un Over the Top, vous avez un petit peu envie de retrouver le Stallone que vous aimez bien et que vous avez déjà vu 36 fois les premiers Rocky et le premier Rambo, je pense que Lock Up, c'est vraiment un truc à voir, quoi. Un bon petit Stallone comme ça, honnête, qui mange pas de pain, et donc allez-y. Et juste après, vous prenez une pilule de Xanax et vous regardez Death Warrant de Van Damme et la soirée est bonne. Voilà. Et donc c'était ça, donc ta troisième œuvre, c'était Death Warrant avec Jean-Claude Van Damme. Non, mais je voulais t'en parler parce que tu sais qui a écrit Death Warrant Absolument. avec Ouais. Van Damme? Vas-y, dis-moi. David S. Goyer. C'est bon pour moi pour Lock Up. Nico, à toi, deuxième film. Alors, lunettes de soleil, surf, moto, chute libre. Est-ce que tu es un polyathlète, Raphaël? Je suis poli plein de trucs, mais pas athlète, tu vois. Merde. Eh ben, grâce au film dont je vais te parler, je vais savoir ce que c'est un polyathlète. Et le Super. film, c'est Point Break. Aïe, aïe, aïe. À toi, donc, Alors, un polyathlète, c'est quoi? C'est un mec qui sait tout faire. C'est un omniscient, mais version triple X, quoi. C'est un mec qui sait faire du surf, faire de la moto, faire de la chute libre, du base jump et sauter de la mer en même temps. Tu vois, c'est un polyathlète. je vois à peu près le truc. Mais précise l'année quand même, parce que quand on parle de Point Break, c'est bien de préciser l'année. Alors, on Donc, parle de Point Break en 2015 parce que je me serais jamais permis de parler de Point Break de Catherine Bigelow en 1991 de cette façon-là. Je parle ouais. bien sûr de Point Break version 2015, le remake. Ok, très très bien. Donc là, tu peux le voir sur Netflix, hein, clairement. Je me le suis tapé et ça fait chier parce que pourquoi ça fait chier? Parce que pour faire un peu le podcast, je suis obligé de me mater le film. Alors, une première fois, il y a longtemps, pour ce genre de séquence, parce que c'est les vieux films. Donc, j'avais quoi en 2015? Je ne vais pas vous le dire, mais voilà. Je le remate une deuxième fois pour me dire, oh, bah attends, allez, on va se le mater. Et une troisième fois pour le décrypter. Et trois fois Point Break, c'est dur. C'est vraiment très, très dur. Pourquoi? Parce que c'est la représentation du hype concept qui pue du cul. C'est refaire un remake sans comprendre l'essence du film qu'ils essayent de remaker. Mhm. Et pourtant, les gars, vous aviez à peu près tout. Déjà, ils ont payé une blinde les anciens scénaristes du premier, donc tu n'as aucune raison de pas comprendre le premier film et de faire une bouse dans le deuxième. Tu as payé une blinde les mecs qui étaient là avant. Donc tu sais, tu peux discuter un peu avec eux en disant bah pourquoi tu as fait ça, pourquoi ce plan-là était intéressant, etc. Et ben non, même pas. En fait, on a confié la réal à un illustre inconnu qui a fait des films de merde. Il s'appelle Erickson Core. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait avant il a fait Invincible en 2006. Donc tout le monde se Il est souvient chef opérateur, d'Invincible. je vois. Il est chef opérateur sur Invincible. D'accord. Il est aussi sur Payback. Ça va se ressentir dans Point Break. Ok. Il a été dans Fast and Furious aussi. Donc voilà, enfin, on est dans le l'intello. Ok. Et en fait, c'est un mec qui a un peu la hype, tu vois, c'est un peu le côté californien, skater. Il doit être bien dans les réunions de prod avec Universal ou autre. Tu vois, il doit bien montrer, quoi. Ça, Mm. c'est le mec un peu blond Ouais. qui doit être pas mal. Il doit te raconter deux, trois histoires de surf juste avant de venir la réunion. Mais du coup, on lui confie ça. Je sais pas pourquoi, je sais pas avec qui l'a fait pour se faire ça. Alors, c'est le même studio qui a fait bien sûr Point Break. Et là, on lui demande de faire un remake. Écoute, sur le principe, pourquoi pas? Parce que le film, moi, je l'ai vraiment adoré, le premier, enfin, avec Kenny Reeves, Patrick Swayze, Catherine Bigelow, il est vraiment bien fait, quoi. Moi, Mm. je me rappelle d'avoir kiffé, j'ai trouvé ça con, j'ai trouvé ça extrêmement con, mais
quand on se souvient d'un film, surtout notamment de Point Break, on se dit clairement, c'était la relation entre Buddy et Utah. Ouais. Clairement, c'était ce Utah, Kenny Reeves, qui, ancien footballeur américain, il se pète le genou, il intègre le FBI, on lui demande d'infiltrer un gang un peu what the fuck, extrême, qui cambriole des banques. Là, il y a l'un de ses partenaires qui est juste extraordinaire, c'est Gary Busey. Je ne sais pas si vous connaissez, mais putain, c'est le mec le plus what the fuck qui existe sur cette planète-là. Ça, Buddy? Gary Busey. Ah, Gary Busey. Buzet ou Buzy, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, c'est l'acteur le plus what the fuck, extraordinaire. Et Gary, son collègue a une théorie. Il pense que tous les braquages sont faits par des surfeurs, à la recherche de l'extrême, à la recherche de l'adrénaline. Génial. Donc, on demande à ce petit youpi des anciens footballeurs américains d'intégrer et d'infiltrer, en fin de compte, un gang de surfeurs pour glaner des informations. Yes. Voilà, c'est le principe de base du film. Et qu'est-ce qu'on ressent de tout ça? Qu'est-ce qu'on ressort? C'est vraiment la relation entre Buddy et Utah, donc Keanu Reeves et Patrick Swayze, qui est pour moi, alors je vais mettre des grands guillemets, excusez-moi de partir dans ce terme-là, mais un peu crypto-gay, quoi. C'était une manière de montrer la bro connection dans ses extrêmes. Yes. C'est l'idée du gourou, l'idée du père non présent, aussi l'idée du bro, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que c'est d'avoir un meilleur pote, quoi. Et à travers les yeux d'une femme, c'est encore 3 fois mieux, et de Catherine Bigelow, qui est une putain de réal de ouf. Et bah, on est en 2015, et bah, ça marche pas du tout. C'est un film de merde. C'est un bon gros film de merde qui va vous fait perdre 1h40 de votre vie. Pourquoi? Alors, clairement, on prend un acteur inconnu. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Clairement pas. Mais là, c'est Luc Brasset. Alors, j'ai dû vraiment rechercher son nom parce que je ne voyais pas qui était cette personne-là. Luc Il a fait Brasset. 2, 3 films pour, notamment avec Selena Gomez, tu vois, donc ça te donne un peu le niveau du mec. Je crois que c'est Princesse de mes couilles à Monaco, enfin une connerie comme ça, où il joue un peu le rôle du beau gosse. Il a été pressenti pour jouer James Gray, je crois, dans Fifty Shades of Grey. Tu vois, voilà, un mec, voilà. Christian Grey, tu parles, parce que James Grey, c'est. Oui, non, Christian Grey, pardon. Oui, excusez-moi, je ne suis pas un grand fétichiste. Mais Moi, si. en gros, je vois. Mais en gros, on demande à ce mec-là de faire Johnny Utah, qui est peut-être pas une mauvaise idée, parce que en fin de compte, si quelques années plus tard, on le retrouve dans le film de Mel Gibson, tu sais, avec Garfield, Tu ne peux pas tuer ou quelque chose Ouais, comme tu ne ça en tueras version point, ouais, française. Tu Hacksaw ne Ridge. tueras point. Donc, écoute, si Gibson l'a pris après, c'est que peut-être qu'il a un peu de talent, ce mec, quoi, tu vois. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Et après, tu prends Edgar Ramirez. Je trouve qu'il a une vraie gueule, européen. Il a une gueule, quoi. Il a une gueule, il a une façon de bouger, une façon de parler qui vaut vraiment le coup. Le scénario a été confié par Kurt Wimmer. Kurt Wimmer, ouais, exact. Alors, Kurt Wimmer, c'est le scénariste et réalisateur, il me semble, de Ultraviolet. Tout à fait. De Equilibrium, de Salt, de Total Recall, pas celui de Verhoeven, Oui, l'autre. Mais en gros, c'est un mec, je pense, qui est là juste pour se taper de la coke et pour rentrer dans les soirées. Et ça l'arrange bien d'être scénariste pour ça, quoi. Parce qu'il fait partie de ces gens-là qui pensent connaître et en fin de compte ne connaissent rien des bases d'une œuvre et essaient de le retranscrire à leur façon. Et vu que c'est un mauvais, bah, c'est mauvais, quoi. Donc en gros, qu'est-ce qui reste de l'œuvre de Bigelow? Il reste de super séquences très bien filmées, je dois bien l'avouer, de cascades. Donc, on a des séquences de surf vraiment magnifiques, des séquences de snowboarding, de moto vraiment top. Ok. Vraiment, c'est la plus-value du film. Sauf que bah, t'es pas con, hein, tu regardes sur YouTube, tu suis quelques bons gars et tu prends autant de kiff. Je sais pas si tu te souviens du film avec Mel Gibson, là, Payback.
où Ouais, je vois. notre ami de Ericsson Core était cinématographeur dessus. Il est gris le film, tu vois, Mhm. il pue, il essaie d'être un peu dans l'air du temps, un peu grisâtre et tout. Et là, manque de bol, il utilisait le même principe sur toutes les séquences de stunts, quoi. Donc, en gros, tu te retrouves dans des lieux magnifiques, paradisiaques, sauf que tu fous un putain de vieux filtre grisâtre dessus, et donc tu prends plus aucun kiff, quoi. Après, ça, c'est les volontés de chacun, pourquoi pas, hein. Tout le monde n'est pas Christopher Nolan. Mais là où le bas blesse, c'est que les personnages sont extrêmement mal écrits. On reprend un peu le même principe, sauf qu'ils l'ont pris connement. C'est que qu'est-ce que les jeunes kiffent? Voilà, on se met la peau d'un prod dans un gros studio. Qu'est-ce que les gens Mhm. kiffent? L'extrême, ma gueule. Le surf, il y a toujours des gens qui vont regarder des films de merde à la triple X. Et vas-y, on va leur en donner. Mais du coup, le postulat qui était très intéressant dans le premier remake, c'était un football américain qui s'intègre dans un univers totalement différent de lui. Mhm. C'est une représentation de son temps aussi. Il est sorti en 91 et je trouvais que Kenny Reeves donnait un petit air un peu youpi. Tu vois, le petit gars qui représente un peu l'American Way of Life, il veut faire il avait son petit costume, sa petite coupe avec un peu de gel, et il découvrait un milieu qui est totalement différent de lui, quoi. Le mec vient de Texas et on l'embarque en Californie avec des vagues, Mhm. avec fumer des joints et se foutre torse-poil sur les plages, quoi. Et c'est ça qui Mhm. était hyper intéressant. Là, manque de bol, c'est un ancien. Alors, l'histoire de base, c'est qu'on suit un mec, un putain de sportif de ouf, un polyathlète. Je ne connaissais pas ce terme avant de voir le film, mais c'est un mec qui sait tout faire. D'accord. Ok, pourquoi pas? Formidable. Pourquoi pas, hein, je ne sais pas si ça existe, mais ok. Mhm. Et Ouais. en gros, c'est un mec qui fait au moment T de la moto, il est super bon en motocross et il fait des cascades de dingue vers un de ses potes et il est sponsor par Red Bull, des hélicoptères qui le filment, enfin c'est un Ouais. Tony Hawk de sa race. Et là, manque de bol, il y a un accident, son pote voulant le suivre dans sa cascade meurt et là, traumatisme, il se retrouve au FBI. Pourquoi comment pourquoi pas, hein, en fin de compte. Ouais. Oui, il aurait pu être vendeur en librairie, ils auraient fait la même, mais pourquoi pas. Et de là, on lui explique qu'il y a en effet le même principe que le premier, donc des braqueurs, mais un peu écolo, un peu cool, qui en fait ne volent pas, mais redistribuent aux pauvres. Ok. Ouais. Bon, bah pourquoi pas? Oui, 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 ça peut être aussi. Je pense que c'est le seul truc qu'ils ont un peu compris dans le premier, c'était adapter les malfrats dans l'ère dans lequel ils sont. Je m'explique, dans le premier, ils volent, mais en fait, ils volent pas pour distribuer aux pauvres. Ils volent des banques pour financer leur trip. Et ça qui est génial, bah oui, t'as besoin de thunes. T'es un surfeur, bah t'as pas de thunes et tu vas braquer des banques pour subvenir à tes besoins, pas en s'achetant des yachts à 50 millions de dollars, mais juste à continuer le trip et aller au-delà, aller au plus loin de son sport. Et c'était ça Mhm. qui était intéressant en fin de compte. Parce que du coup, tu as beaucoup d'empathie en fait pour ces gens-là. Tu dis juste, c'est juste des gens qui veulent survivre, quoi, et qui survivent à leur passion, aller au-delà. Mhm. Sauf que j'ai un film avec de mauvaises intentions, mal pensé, mal conçu, et en fait, c'est la putasserie absolue. C'est que notre personnage principal, qui pourrait être tout et n'importe quoi, vraiment, en fait, je le comparais à un avatar de jeu vidéo. Et je crois que c'est ça, en fait. C'est Mhm. que ils ont pensé à un acteur le plus simple, banal possible, et lui ont foutu des tatouages. Mais je t'en prie, regarde le film. On dirait des tatouages faits par Tony Hawk Pro Skater 3. Tu sais, La les trucs, vache. peut-être tu peux mettre des tatouages à la con pour rendre ton mec un peu beau gosse quand tu personnifies Ouais. ton personnage. C'est exactement ça. Et même dans sa construction de personnage, c'est un polyathlète. Donc le mec sait tout faire. Donc, clairement, tu ne sais pas quand il va se casser la gueule. Non, il sait tout faire. Ça rejoint un peu ce que tu dis sur Lockout, en fin de compte, parce que avec un Stallone, c'est que le mec, il sait tout faire, quoi. Donc, tu peux pas savoir quand il en chie ou quand il en chie pas. Sauf que quand dans Lockout, tu vois qu'il en chie, et dans
Point Break, tu le vois pas parce qu'il est toujours cool, quoi. C'est Mm. la figure du cool. Ouais. Clairement, c'est un film extrêmement mauvais qui n'aurait jamais dû être fait ou qui aurait dû être fait, mais par des gens qui apprécient le film de base. En fait, Point Break, il a un peu marcheté au départ à sa sortie, mais en fait, c'est un vrai film culte que quand j'étais gosse, on le voyait en VHS et qu'on se filait la VHS. C'est devenu un film culte par la suite pour les éléments qu'il diffusait, pour son côté très cool, qui sont encore d'actualité, mais réellement. Bien sûr. Alors que là, on a essayé de surfer sur une mode de révolutionnaire, presque gilet jaune. C'est on vole aux riches pour filer aux pauvres, alors que ça marche pas, quoi. C'est On complètement parlait. con. Et cette relation entre ces deux acteurs, entre Edgar Ramirez et Luc Bracel, là, je suis obligé de regarder mes notes parce que ce pauvre mec, je m'en rappellerai pas après la fin de la fin de ce podcast. Mais je veux dire, ça marche pas du tout parce qu'on n'y croit pas, parce que ce que j'appréciais dans le premier, c'était vraiment cette relation père-fils, bro, qui intègre une personne totalement extérieure dans un univers. Alors que là, les deux, ils sont à égal en fin de compte, parce qu'ils sont polyathlètes à la con, ce mot de merde, putain, c'est incroyable. Mais du coup, Mm. ils sont tous les deux au même niveau, donc du coup, il n'y a pas le système de rentrer quelqu'un dans une atmosphère ou dans un sport permet, c'est une métaphore du spectateur qui rentre dans ton monde. Et c'est tout con, en fait. C'est con de penser que ça. Mais c'est à la base du premier Point Break. C'était ça. C'était Johnny Utah, un petit youpi qui vient du Texas, rentre dans le monde du surf qu'on ne connaît pas. C'est tout con. Mm. C'est ça. Et sauf que là, Point Break a loupé tout ce qu'il devait montrer et a proposé un film de merde pour les trois kékés qui ont regardé Triple X 2, 3 et 4. Bientôt, j'imagine. Je pense que c'est un peu, enfin, tu veux dire, c'est marketé en tout cas pour ce genre de public, quoi, pour le public Clairement, oui, ça a été marketé pour Triple ça, X. ça a Ouais. été produit pour ça a été mal conçu pour ça, et pour trois scénaristes d'aller flâner dans les soirées connues, quoi. Et que si vous voulez un bon film, avec des... Voilà, clairement, quand je regardais le film, je me disais, mais putain, je préfère me mater mais vraiment 300 fois les derniers Missions Impossibles. En gros, voilà, vous voulez des vraies Mm. cascades, vous voulez avec une vraie histoire et une vraie mise en abîme, avec des personnages très forts, regardez Mission Impossible. Mais perdez pas votre temps avec cette merde. Ou regardez le Oh, premier bah, Point Break qui est vraiment le top avec premier, Keanu ouais. Reeves. C'est là, si tu dis que les thématiques du premier, ouais, enfin, fonctionnent toujours aujourd'hui, à ce moment-là, enfin, il y a un côté fin un petit peu à faire un remake de ce film, si le premier est toujours aussi, enfin, fonctionne toujours Oui, aussi. mais je connais les gens, je sais s'ils sont tentés par ce film, c'est pour les cascades. Donc je me dis, si vous êtes friand de cascades, allez vraiment de magnifiques cascades, allez voir Mission Impossible. Si vous êtes intéressé par le monde un peu extrême, surf, putain, Point Break, c'est l'un des meilleurs films de surf qui existent. Yes. Yeah, Ah, t'as fait une non-recommandation et une recommandation à la fois, hein. tout à fait. Bravo. Merci. Ok, bah écoute, Nico, merci de nous avoir partagé ton savoir, parce que je Je crois que t'en prie. c'était. Du coup, moi, je propose du coup qu'on enchaîne avec la troisième partie de ce podcast, qui sera consacrée à une œuvre, qui peut être je vous le rappelle, un jeu vidéo, un livre, un troisième film, tout ce qu'on veut. C'est parti pour la troisième partie. Pour cette troisième partie, je vais vous parler d'un jeu vidéo qui est sorti en fin 2019, donc fin d'année dernière, qui a pas mal été commenté, étant donné qu'il est issu d'une licence plutôt connue et populaire, on va dire. Et ce jeu, c'est Star Wars Jedi Fallen Order. Alors Yeah. pourquoi parler de Star Wars Jedi Fallen Order? C'est un jeu qui a été énormément commenté, ben, parce que je viens de le finir, en fait, tout simplement. J'ai profité de ce confinement pour me lancer dans cette aventure et j'ai terminé le jeu il y a de ça quelques jours. Il est développé par Respawn Entertainment et édité par EA Games. EA Games qui s'est occupé de tous les jeux Star Wars sortis depuis le rachat de Lucasfilm par Disney et la presque fermeture, en tout cas l'arrêt de production de jeux vidéo de la firme LucasArts, dont on a parlé la dernière fois. Il s'agit du troisième jeu vidéo pour console et PC sorti depuis le rachat de Lucasfilm par Disney. Et c'est en revanche le premier jeu basé uniquement sur une aventure solo.
Il y avait Star Wars Battlefront 2 qui était sorti quelques temps auparavant, qui lui aussi avait proposé une aventure solo, mais qui était plus un prétexte en fait pour une ouverture un peu plus sur le multijoueur. Mais là, donc, on a un jeu vraiment basé sur une aventure solo, sur un scénario, une histoire avec un début, un milieu et une fin, ce qui n'exclut pas, en revanche, la rejouabilité. Pour le resituer en fait dans la chronologie de la saga Star Wars, il se situe entre l'épisode 3 et 4, donc entre la revanche des Sith et la guerre des étoiles en fait, le nouvel Cool. espoir. Exactement. Donc bon, c'est une période qu'on connaît et on y incarne en fait un jeune homme qui s'appelle Cal Kestis, qui est un jeune ferrailleur qui vit sur une planète slash station de démantèlement. En fait, c'est une planète sur laquelle le nouvel empire galactique est en train de démanteler ses anciens vaisseaux, quoi. Donc voilà, il est ferrailleur, il fait son travail, il vit un petit peu au jour le jour. Sauf qu'on va vite apprendre en fait que ce petit gars est un ancien Padawan, donc un ancien apprenti de Jedi, ayant survécu à l'Ordre 66, qui a décimé complètement l'Ordre Jedi, et qui s'est en fait fermé en quelque sorte à la Force, qui a complètement abandonné la Force. Sauf qu'un jour, il est forcé, enfin, il est contraint, un petit peu malgré lui, d'utiliser la Force pour sauver un de ses amis, ce qui va le trahir aux yeux de l'Empire, et il va devenir une cible, un fugitif. Et au même moment, il est approché par une femme un petit peu mystérieuse qui va le lancer dans une quête sur les traces d'une ancienne civilisation d'adeptes à la force, qui renfermerait potentiellement un secret qui pourrait relancer l'ordre Jedi. Je t'en dis pas plus, enfin, je vous laisse, je vous laisserai découvrir le jeu si jamais vous avez l'occasion de le faire. Donc voilà pour le pitch du jeu, pour son scénario. Maintenant, concrètement, à quoi on joue lorsqu'on joue à Jedi Fallen Order? Bah, on joue tout simplement à un jeu d'action à la troisième personne, comme on en a déjà vu dans la saga Star Wars. Donc, jeu d'action à la troisième personne avec des phases de plateforme qui peuvent rappeler un petit peu ce qu'on a vu dans les Uncharted ou les Assassin's Creed un petit peu. Il y a une dimension Metroidvania. Et si je devais le comparer en fait à quelque chose, bah, en fait, j'aurais juste envie de le comparer au jeu, en fait, au vieux jeu Jedi Knights de LucasArts qui sortait dans les années 90-2000. Yeah, ils sont tellement Je cool sais pas si ces jeux. ils étaient vraiment bien. Je pense surtout ben, aux plus connus, quoi. Donc ceux qui t'amenaient vraiment, qui t'invitaient vraiment à manier le sabre. Donc tu avais Jedi Outcast, Jedi Academy, etc. La seule vraie différence avec ces jeux, c'est qu'on oublie complètement le côté FPS en fait. Dans les Jedi Knights, tu commençais toujours avec des blasters, et c'est au fur et à mesure que tu progressais dans le jeu que tu te découvrais une affiliation à la Force et tout, Ouais. que tu obtenais ton sabre, et que tu progressais dans ta voie de Sith ou de Jedi, quoi. Là, on commence directement donc avec un personnage qui manie déjà le sabre, et justement, l'utilisation du sabre, ça fait partie, c'est un des points forts du jeu en fait. C'est-à-dire que plus tu vas progresser dans l'histoire et dans ta maîtrise en fait du jeu, plus tu vas vraiment avoir un sentiment de pouvoir et une liberté de mouvement, quoi. Donc le jeu est il est un petit peu punitif. Il y a un véritable défi, notamment lors des affrontements avec les boss. En revanche, la sensation de progression est vraiment, vraiment très, très présente et très satisfaisante une fois qu'on a vraiment appris à manier le personnage. De ce que j'ai C'est vu, c'est que ça devient presque un RPG, mais presque bébé, parce que tu peux aller tout de suite voir le méchant et te prendre une grande rouste, quoi. Et petit à petit, ça t'apprend à utiliser tel ou tel truc de la force, non? Un truc comme ça. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu es assez, as la possibilité dès le début, ou alors assez tôt dans le jeu, d'affronter des ennemis qui sont plus forts que toi Mhm. pour pouvoir, ouais, pour pouvoir progresser. Le truc, c'est que évidemment, vu qu'ils sont bien plus forts que toi, tu as très très peu de chances de les battre. Et c'est là que le jeu devient vraiment, vraiment punitif. Mais t'as pas d'inventaire. Ton personnage va progresser. Tu peux un peu le customiser. Tu peux changer, je sais pas, la couleur de ses vêtements, la couleur de son sabre laser et tout, mais ça reste juste en fait de la déco, Ouais, quoi. le cosmétique, quoi. C'est ça, c'est purement des cosmétiques. Ce qui est pas un mauvais point, Non, hein, carrément ça pas. Ouais. apporte aussi
pas mal de trucs, mais là où le jeu marque aussi quelques points, bah, c'est sur le côté exploration. C'est-à-dire que le terrain de jeu, entre guillemets, consiste en 5 planètes que tu vas débloquer au fur et à mesure que tu vas progresser dans le scénario et que tu vas en fait être obligé, que tu vas être amené à explorer et à réexplorer. C'est-à-dire que tu vas y aller une fois, tu vas trouver des trucs, mais tu vas t'apercevoir que tu n'as pas telle capacité pour accéder à tel truc. Donc, tu vas aller ailleurs, tu vas progresser, et hop, une fois que tu auras cette capacité, tu vas pouvoir y revenir et découvrir pas mal d'autres trucs. Donc, ça apporte vraiment de la rejouabilité au jeu, quoi. Et c'est ça qui te permet d'y passer pas mal de temps. Ben justement, je parlais de progression en fait tout à l'heure. Comment en fait tu fais progresser ton personnage? Ben, tu as un système de leveling en fait, de level up, avec des points de compétences que tu vas gagner en butant des ennemis, en réussissant des missions, etc. Donc ouais, tu acquis des points de compétences qui vont te permettre de développer un arbre de compétences grâce auquel tu vas pouvoir déverrouiller de nouvelles aptitudes, des améliorations pour ton personnage, etc. Mais justement, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que le plus gros de la progression, en fait, va se faire en fonction de l'avancée du scénario. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ton personnage est un ancien padawan, donc un ancien adepte de la force, qui s'est complètement fermé à la force, mais qui va devoir, un peu par la force des choses, se reconnecter donc à la force et se souvenir progressivement de techniques qu'il avait oubliées. Génial, cool. Et c'est ça. Et en fait, à chaque fois que ton personnage va devoir se servir d'une capacité qu'il ne connaît pas, le jeu va déclencher un flashback qui est jouable et dans lequel tu vas incarner ton personnage plus jeune en train de se faire former par son maître, quoi. Et c'est à ce moment-là que tu apprendras de nouvelles techniques avec le scénario, quoi. Ok. Et ce qui est assez chouette en plus, c'est que ces flashbacks apportent un peu plus de backstory à ton personnage et t'apprends pas mal de choses en fait sur son passé. C'est un petit spoiler, mais pas énorme non plus. Tu vas notamment apprendre ce qui lui est arrivé pendant l'Ordre 66 et ce qui est arrivé notamment à son maître, quoi. Ce qui l'a contraint à fuir et à se couper de la force. Et justement, en fait, toute cette progression du héros, enfin du joueur et à la fois du héros, en fait, c'est une variation sur le thème tout simplement du voyage initiatique, qui est un truc qui est vraiment propre à l'univers de Star Wars depuis ses débuts, mais un voyage initiatique un petit peu inversé, quoi, si tu veux. Là, tu vas pas suivre un personnage qui va progresser en apprenant des trucs, mais tu vas suivre un personnage qui, au contraire, va progresser, mais en se reconnectant à un savoir passé qu'il n'a plus. Et ça, mine de rien, c'est une petite variation sur le voyage initiatique qui est assez satisfaisante, en fait. Le personnage, quant à lui, peut Il est apparaître un roux. petit peu, et déjà, il est roux. Ouais, je suis pas sûr. Là, tu l'oublies pas, ça. Genre, même la dernière fois, Il est roux. il est roux, bordel. Ouais. Tu vois, t'as du mal à jouer une Tomb Raider, mais là, elle rend un roux. C'est chaud quand même. Ouais, c'est vrai. Bon, voilà, c'est un cap à passer. On va pas se mentir. Mais c'est un personnage qui est assez intéressant, mais qui peut paraître un petit peu quelconque, en fait, qui n'a pas énormément de personnalité de prime abord. Mais ce qui n'est pas forcément un défaut, puisque ça va te permettre à toi, en tant que joueur, de très facilement te projeter, en fait, dans ce personnage. Et tu vas très vite t'approprier, en fait, son aventure. Et c'est là, en fait, que tout le côté customisation, tout le côté cosmétique, en fait, entre en jeu. C'est-à-dire que le personnage est suffisamment vague et le jeu te donne suffisamment d'outils pour le personnaliser, pour que tu puisses, voilà, comme je te l'ai dit, facilement t'identifier à lui et te projeter dedans, quoi. Je sais que, À mon enfin, t'es sens. pas un spécialiste, mais j'aime beaucoup quand t'expliques le voyage initiatique, si tu peux le faire à nos auditeurs qui ne connaissent pas. Je peux le faire en 2 mots. Ben, En deux juste mots, le ouais. voyage initiatique, c'est le parcours d'un héros qui va juste vivre des aventures, franchir des seuils, ce que Joseph Campbell, ça j'en parlerai peut-être un peu une autre fois, ce que Joseph Campbell appelle des seuils, donc des passages de niveau, entre guillemets, qui vont l'amener à se déplacer et à être une personne
accomplie, quoi. En tout cas, plus accomplie que lorsqu'elle est partie. Et c'est exactement d'ailleurs ce qui va arriver à notre personnage. Et vous voulez un voyage initiatique de base, entre guillemets, ben, vous prenez Luke Skywalker, tout simplement. Ouais. Ou Voilà, Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, enfin tout Harry Potter, enfin Ouais. toutes les histoires qui sont très très fortement inspirées de Joseph Campbell. En tout cas, le premier Star Wars est une démonstration pure des théories de Joseph Campbell. Je vous renvoie, si vous vous intéressez à ça, à la narration, je pense qu'on l'abordera dans un autre épisode, mais au héros aux mille et un visages de Joseph Campbell, dans lequel il démontre des théories comme le voyage initiatique et encore plein d'autres trucs absolument passionnants. Ça pourrait être sympa pour un troisième choix dans une autre émission, ça d'ailleurs. Ah, carrément, avec grand plaisir. Je suis sûr qu'il y en a très peu de gens qui connaissent ça, et ils le connaissent à travers le film, mais ils n'arrivent pas à mettre un mot dessus, et c'est une vraie méthodologie, quoi. Et c'est Ouais. intéressant d'en parler. C'est clair, c'est clair. Mais du coup, donc voilà, voyage initiatique, c'est sympa. Et c'est justement, en fait, pour rebondir en fait sur cette idée de voyage initiatique, qui est un impondérable en fait dans l'univers de Star Wars. Ça m'amène en fait à ce que j'ai préféré en jouant à ce jeu, au-delà de son gameplay et de son scénario, c'est la manière dont il va traiter en fait l'univers de Star Wars. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il va en reprendre quelques fondamentaux comme évidemment le voyage initiatique, le coup du Padawan qui devient un maître Jedi et tout plein d'autres thématiques propres à Star Wars. Il reprend également des éléments déjà connus qu'on a déjà vus, je sais pas, dans les films évidemment, et aussi dans les séries. Tu vas avoir quelques caméos, notamment du personnage de Forest Whitaker dans Rogue One, qui est là Oui, aussi doublé d'ailleurs par Forest Whitaker, ah, génial. mais en un petit peu moins Battlefielders. Ça c'est cool. Tant mieux, putain. Tant qu'il n'y a pas Parce que Travolta, tout va bien, quoi. c'est ça. Et là, ils t'en font vraiment un personnage de rebelle assez extrême qui hésite vraiment pas à buter tout ce qu'il voit pour servir sa cause. Donc voilà, ça c'est pour les éléments déjà connus. On est également dans une période connue, hein, donc entre deux trilogies, avec des interventions, des codes visuels à la fois des préquels et de la trilogie originale de George Lucas. Ce qui est plutôt pas mal en fait. C'est un truc qui manque, que Rogue One avait un petit peu essayé de faire, mais pour lequel Fallen Order va encore plus loin, c'est-à-dire vraiment lier les deux premières trilogies de George Lucas en fait. S'il y a vraiment un truc qui me pose problème avec les préquels, c'est leur aspect visuel qui est très 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 éloigné de la trilogie originale. Ah, mine de rien, tu as un peu du mal à faire le lien entre les deux. Enfin, les deux sont pas très cohérentes visuellement, je trouve. Et un truc comme Fallen Order va venir apporter un peu plus de cohérence entre ces deux trilogies. Donc ça, c'est vraiment un truc que le jeu parvient à faire, et tout à son honneur, j'ai envie de dire. Et il reprend également aussi ben, quelques planètes connues. On a par exemple ben, Kashyyyk, qui est la planète des Wookiees, ou Ilum, qui va pas forcément vous dire grand-chose, mais qui est en fait la planète sur laquelle va être construite la Starkiller Base, donc l'étoile de la mort du réveil de la Force. Qui est d'ailleurs, et ça me permet d'enquiller en fait sur ce que le jeu réussit à mon sens le mieux, c'est de prendre en fait ces éléments qui sont déjà connus par les fans de Star Wars, de les approfondir et de les enrichir. Ben, je prends par exemple Ilum, c'est cette planète qui n'a absolument aucune histoire en fait dans le réveil de la Force. Ben, il s'est passé des choses sur cette planète dans le passé. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler le jeu, mais c'est une planète qui est vachement importante, surtout pour l'ordre Jedi. Je balance ça là. Il va te prendre, comme je disais, la planète des Wookiees et va en faire une planète un petit peu à la Avatar avec un lieu dans lequel bouillonne en fait la Force. Donc il va reprendre plein de trucs de l'univers de Star Wars qu'on connaît déjà, va les enrichir et leur apporter une véritable valeur. Voilà, comme je te dis, une planète complètement accessoire dans un film va tout d'un coup devenir un truc hyper important et va véhiculer avec elle une grosse partie en fait de la mythologie Star Wars. Le jeu fait aussi quelques innovations, hein. Il nous emmène sur d'autres planètes inconnues jusqu'à présent. Il nous fait découvrir de nouvelles créatures, on a de nouveaux personnages. Mais là où le jeu gagne vraiment tout son intérêt, c'est dans sa manière de prendre ce qu'on connaît déjà et de l'approfondir et de l'enrichir. La preuve qu'on peut vraiment
encore créer et innover dans l'univers de Star Wars, tout en approfondissant des trucs qui existent déjà, quoi. Faut aussi rendre au Jedi Knight ce qui leur appartient. C'est quelque chose que tu faisais aussi dans les jeux de Jedi Knights. C'est-à-dire que tu t'incarnais ton personnage et tu allais explorer des temples Jedi, le foyer de la Force, etc. Là, c'est à peu près la même idée, en fait. En t'intéressant à cette ancienne culture, à cette civilisation perdue, eh ben, tu vas en apprendre plus sur l'ordre Jedi et sur la Force en elle-même, quoi. Et c'est ça qui est assez cool. Il te crée quelques notions de magie en plus qui sont toujours assez appréciables. Mais voilà, c'est vraiment un jeu qui est parvenu à s'emparer de la mythologie Star Wars, à lui rendre hommage d'une très 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 belle manière et à faire un petit peu bouger quelques lignes, à créer deux trois trucs, enfin juste à innover avec ça, ce que les films, les derniers films en tout cas, ne sont absolument pas parvenus à faire à mon sens, quoi. Clairement, ils ont essayé de faire un vieux Donc remake alors qu'on demandait simplement d'étirer un peu l'univers pour nous présenter autre chose, quoi. c'est ça. C'est assez déplorable de devoir attendre un jeu vidéo pour qu'il nous explique des trucs qui n'étaient absolument pas expliqués dans les films. Je reprends encore cette planète, cette Starkiller Base. Quand elle explose dans le Réveil de la Force, t'en as strictement rien à faire. Sauf si t'as joué à Fallen Order avant. Là, tu te dis, oh non, on a perdu énormément de trucs quand même. Enfin bon, il y avait une opportunité, genre, ouais, d'apporter plus de valeur à ce genre de truc, mais c'est pas fait. Si vous voulez de la véritable créativité et de l'innovation dans l'univers de Star Wars, bah, il faut visiblement maintenant se tourner vers le jeu vidéo ou vers la série Mandalorian ou apparemment peut-être aussi vers la série Clone Wars qui vient de se terminer en 3D que j'ai jamais trouvé vraiment excellente, mais pas complètement pourrie non plus. Mais apparemment, eux aussi, dans la dernière saison, ont réussi à faire des trucs sympas. Voilà, pour résumer, si vous aimez Star Wars, si vous êtes en manque de mythologie Star Wars tout simplement, et d'approfondissement de cette mythologie, jetez-vous sur Fallen Order. C'est pas simplement un bon jeu Star Wars, je trouve que c'est vraiment un très bon jeu tout court. Vous vous ennuierez pas une seule seconde. Il y aura du défi, il y aura de l'exploration. Enfin bref, c'est quelques heures de bon petit Non, c'est plaisir. cool. Puis 20 Voilà, heures, voilà. c'est cool. Enfin, ça fait vraiment partie de ces jeux où l'histoire prend vraiment tout son sens. C'est bien écrit, c'est bien pensé, et c'est pas juste du fan service comme aurait pu être, comme est Battlefront. Battlefront, c'est vrai que c'est purement, c'est purement du fan service, mais justement, c'est un écueil dans lequel le jeu, si tu veux, ne tombe jamais. Pourtant, il fait revenir, ben, ouais, Forest Whitaker et tout. T'as aussi des droïdes que t'as pu voir dans Rogue One. T'as quand même un petit peu de fan service entre guillemets, mais c'est jamais gratuit et ça s'incorpore toujours très très bien dans le scénario. Et il y en a pas mal aussi. Enfin, j'ai entendu quelques critiques en fait qui reprochaient ça en fait au jeu, donc de faire revenir certains personnages et tout, ce qui pourrait donner l'impression que tout ce qui touche à Star Wars en fait ne concerne qu'une poignée de personnes, tu vois, dans un endroit très limité de la galaxie. Moi, c'est pas du tout le sentiment que ça m'a procuré. Au contraire, j'aime bien quand ils épousent vraiment le transmédia et que tu te mets à avoir des personnages qui vont d'un film à une BD, à un jeu vidéo et tout. Je trouve ça assez chouette. Et il faudrait que je recoupe l'info, mais il m'a semblé lire sur Internet qu'une suite était prévue Génial. pour 2022. Cool. Donc si c'est dans la trempe de ce premier jeu, c'est tout bénef, quoi. Shut up and Bon, take ok, my money, quoi. carrément. Bah, écoute, je vais finir là-dessus. Nico, je vais te laisser parler de ta troisième œuvre. Bah ouais, écoute, moi ça va aller très vite parce que encore une fois j'ai choisi un jeu vidéo et je voulais vous proposer X-Files, le jeu vidéo sorti en 1998. Alors il est Ok. sorti sur PC. Je sais vaguement, après deux trois recherches, qu'il y ait une suite. Alors clairement, genre c'est un sur PSX. Vraiment, je suis un hockey boomer. Clairement, c'est que je ne sais même pas ce que c'est la PSX. Donc Je c'est crois que compliqué. c'est une PS2 un peu, ouais, un peu améliorée, un peu plus petite et tout. Ah ok. Mais ça reste, Et ben c'est j'ai une vu les PS, images, donc. c'était horrible. C'était vraiment horrible, horrible, horrible. Donc je parle pas de celui-là, je parle du vrai. Le jeu est sorti un tout petit peu avant la sortie du film.
Parce que oui, ils ont fait un film X-Files, ils en ont même fait 2. Donc le film est sorti en 98 et juste un petit peu avant, ils ont sorti le jeu vidéo qui sortait sur PC. Et Ouais. là, je veux dire, bon, à l'époque, il fallait un bon PC, donc moi, je me rappelle de l'époque. Donc, excusez-moi, c'était avant toutes les nouvelles générations de consoles. Mais donc là, alors, tiens-toi bien, donc c'était sur 7 CD. Donc, tu avais un coffret de 7 Oula. CD du jeu qui nous met dans la peau Mhm. d'un agent du FBI. Tu n'es pas Dan Scully, tu n'es pas Fox Mulder, désolé Raph. Mais en fait, le jeu, ouais, je Oh sais. non. Mais du coup, le jeu commence où ça se passe dans un hangar, donc tout en vidéo. Et on suit un peu la dernière enquête de Fox Mulder. Et tu te rends compte qu'ils se font tirer dessus en plein hangar. Il y a un flash blanc, générique, le vrai générique de X-Files. Et là, Yes. magnifique. Et là, tu commences où tu es l'agent, je ne sais pas quoi, 3.0. Et en fait, tu dois mener l'enquête pour savoir où est passé Dana Scully et Fox Mulder. Donc, assez cool comme idée parce que t'es vraiment. Enfin, c'était facile de jouer Fox Mulder, mais en fin de compte, t'as pas vraiment envie de ça, quoi. T'as plus envie de. Enfin, c'est trop facile. C'est trop facile de jouer Fox Mulder. Tu préfères aller à sa recherche. Et je trouve que c'est là où ça marche très bien, où en gros, tu suis toute une aventure. Alors, c'est très long. Je me rappelle, j'ai dû passer une douzaine d'heures sur ce jeu parce que c'est assez difficile où tu fais des allers-retours entre. Enfin, ouais, c'est extrêmement bien fait. C'est que c'est en capture vidéo, donc la qualité est fabuleuse parce que Mhm. c'est FMV. filmé avec vraiment la touche X-Files. Donc tu retrouves un peu la Mhm. même atmosphère, la même ambiance, la même lumière. Et bien sûr, ça a été écrit et chapeauté par Chris Ouais. Carter. Et ça, c'est la classe et ça se ressent tout de suite. Ah, ok, c'est la question que j'allais te poser, si Chris Carter est à Et l'origine exactement. Et du tu le ressens scénar ou tout de pas. suite, en fait, par ses C'est blagues génial. contre le gouvernement. Tu ressens sur les blagues de ses personnages. Et tu retrouves beaucoup. Mm. Alors, la problématique pendant la. Alors, j'ai fait deux, trois recherches sur la création du jeu. Et en effet, donc, c'était pendant le tournage du film. Donc, on ne pouvait pas vraiment avoir les acteurs. Donc, tu vois très rarement Fox, tu vois très rarement Dana Scully. Donc, ils ont utilisé le principe pour partir à leur recherche. Donc, voilà, pourquoi pas. Mais du coup, tu es accompagné par Skinner, par Gorge Profonde. Tu es suivi vraiment par tous les mecs des X-Files. Tu sais, les trois Goonies là, qui t'aident dans la série. Oui, c'est ça, exact. Ils J'allais te y demander sont et s'ils y c'est étaient top, quoi. aussi. Vraiment, ils sont vraiment top. Et tu les vois en webcam, ils te donnent des conseils. Et c'est vraiment cool, quoi. Et ça marche un peu vraiment, vraiment bien dans celui-là parce que Mhm. on fait vraiment une enquête. C'est que donc tout de suite, on est envoyé dans le bain, partir à la recherche de ces deux agents dans le hangar. Où on doit chercher des preuves. On doit prendre. Il y a un petit peu de sang par terre. On doit utiliser tout ce qui est à notre disposition en fin de compte sur nous pour pouvoir récupérer du sang, récupérer de la poudre, le sol dans lequel on est, voilà, pour aller tout de suite après au médecin légiste, le faire analyser, et tout ça dans l'univers et l'ambiance, et je dirais même l'atmosphère de Mm. X-Files, parce que Chris Carter a chapeauté et écrit le jeu vidéo. Donc, c'est un vrai plus parce qu'en fin de compte, tu retrouves tous les personnages de la série. Tu retrouves cette atmosphère, cette ironie constante de Chris Carter qui se ressent vraiment. Je ne sais pas si tu as un souvenir du film, mais moi, il y a vraiment la scène qui me fait le plus marrer du monde, c'est quand Fox Mulder attend son tour pour passer au bureau avec Skinner et tous les enfoirés, et tu passes Mhm. devant tous les présidents. Et il y a George Bush et tu as la petite musique un peu ironique de X-Files sur l'image de Fox Mulder, pardon, de George Bush, George Bush. président. Mais c'est ça, et tu le ressens vraiment dans le jeu, quoi. C'est des petites idées à la con, des jeux où tu es un agent du FBI dans tout ce qui se concerne, dans le côté cool, mais aussi dans le côté chiant, quoi.
demander au médecin légiste s'il n'a pas les $1 qu'il lui devait la dernière fois qu'ils sont vus, les relations un peu spé qu'il a avec ses collègues, et tu le ressens. Et clairement, tu le ressens parce que, en fin de compte, c'est très dur, quoi. Le jeu est dur parce qu'il te demande de faire des choix très couillus. Je te donne un exemple. Tu retournes sur le lieu du crime, apparemment, où Fox Mulder et Dana Scully sont portés disparus. Tu retournes sur le lieu du crime. Tu fais tes petites recherches. Bon, ça se passe bien. Et tu as l'agent Skinner qui t'accompagne, qui te dit ah bah putain, tu vois, derrière le hangar, il y a une voiture qui n'avait pas de nous suivre depuis le début. Tu devrais faire quelque chose. Et là, tu as plusieurs choix. Soit tu vas aller voir comme un bourrin, soit tu peux sortir ton flingue, la voiture se barre, ou soit tu peux utiliser ta jumelle pour voir qui conduit. Et en fait, non, il fallait juste sortir son appareil photo pour prendre en photo la plaque d'immatriculation lorsque la voiture se barre. Ça, c'est des trucs tout cons, mais si tu le fais pas, c'est pas un game over, mais tu n'arrives pas à avancer dans l'histoire. Donc, tu es obligé de repartir en arrière et tu ne sais pas quand, tu ne sais pas à quel moment. Mais voilà, enfin, c'est vraiment top. C'est ça, justement, j'ai une petite question par rapport à ça. Enfin, vu ce que tu disais sur l'appareil photo et la plaque et tout, c'est quelque chose que le jeu t'amène à penser pendant la scène? Non, Est-ce- c'est une pure idée de spectateur de film. C'est que D'accord. c'est une évidence quand il pense, Ouais, mais on ne t'amènera tu sais que t'as jamais à... l'appareil, tu sais que t'as l'appareil photo sur toi, donc tu te Bien dis, ah, sûr, mais peut-être il comme tu faudrait que tu. as... Tout à fait, mais comme tu as un GPS, comme tu as 3 milliards d'autres trucs, et tu te dis Hmm, pas tout de suite, ah ouais, je prends mon appareil photo, putain, merde, il s'en va. Non, ouais. mais en fait, c'est vraiment une ode un peu au spectateur, quoi, à pousser le spectateur, Hmm, à, à pousser les potards sur le fait que bah, tes spectateurs, tu sais ce qui devrait se passer dans ces moments-là dans la série, donc c'est à toi de prendre leur lait, quoi. Je d'accord. suis pas là à te tenir la main pour Hmm, t'expliquer que tu dois faire. Et sur ce côté-là, le jeu est extraordinaire là-dessus. Après, est-ce que je pourrais plus parler plutôt en termes est-ce que le film vaut le coup dans le jeu? Je sais pas si je suis très clair, mais est-ce que le scénario du jeu vaut le coup? Pour moi, on pourrait l'affilier aux dernières saisons de X-Files, donc c'est pas terrible, mais c'est bon, dans l'univers X-Files, donc c'est pas mal. d'accord. Voilà. C'est juste, Ça va pas plus loin. est-ce qu'il est intégré dans le lore de X-Files? Pas du tout, Pas vraiment du pas tout? du Bon, tout. bah, c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Non, parce que Non, ça non, pourrait être juste un mauvais épisode, enfin un moyen épisode de la ouais, série, quoi, on va dire. C'est tout simplement. ok, nickel. Mais très bon jeu et ça vaut vraiment le coup. Ça va durer 12 heures et pendant le confinement, il n'y a rien de mieux, quoi. Super. Bah écoute, ouais, non, mais vu qu'avec Monkey Island, je suis un peu, ça m'a un peu introduit au point and click. En plus, j'aime beaucoup X-Files, donc pourquoi pas, quoi. Par contre, je pourrais être très clair, je suis très loin d'être un hacker et c'est hyper dur de le choper en vrai, enfin en legit. Ouais, Et ça en se passe hacking, bien. encore pire, parce que c'est 7 CD, c'est l'enfer. Donc, bonne chance à ceux qui peuvent le faire. Et Ouais, balancez-moi un lien, parce que j'ai vraiment envie de me le refaire, donc n'hésitez pas. ouais, c'est vrai, je ferai quelques petites recherches de mon côté aussi, en tout cas. Yeah! Ok. Ça ira pour toi, pour X-Files? Ouais, je peux juste vous dire que tous les épisodes de X-Files sont disponibles sur YouTube, donc en vrai faux, VOSTFR sur YouTube, donc n'hésitez pas. Au confinement, ça vaut le coup. Nickel. Ah ouais, c'est sûr. Bah ouais, profitez, si jamais vous êtes complètement novice de X-Files, de vous lancer dans cette série parce que c'est un incontournable et c'est vraiment une très 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 bonne série, quoi. Grave. Bon, ça mérite largement enfin, tout le culte qu'il y a autour. Donc foncez tête baissée si vous aimez la science-fiction, c'est sûr, le fantastique et voilà. Foncez. Bon, bah écoute, je pense on va conclure là-dessus. Est-ce qu'on peut en conclure sur le fait pour se marrer, je ne sais pas quand est-ce que ce podcast va sortir, mais de regarder le trailer de Capone avec Tom Hardy. Si vous voulez vous poiler, regardez-le, c'est assez drôle. Ah, tu l'as regardé, moi je l'ai pas encore vu. Ouais, Ouais. voilà.
Ok, c'est pourquoi c'est parce que Tom Hardy est un peu ridicule dedans Oh merde, tout est ridicule, c'est l'enfer. Si les gens qui écoutent ce podcast connaissent Entourage et notamment la saison 4 d'Entourage où c'est sur le tournage du film de Pablo Escobar, du personnage principal, bah c'est ça, quoi. C'est à peu près ça. C'est du même niveau. Formidable. Ouais. Bah, écoute, je regarderai ça. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est Josh Trank et ce mec, il peut faire de bons trucs, quoi. Ouais. Les 4 Fantastiques sont passés par là et. À son ego. Oh bah écoute, je pense qu'on va finir là-dessus. Merci Ça marche. Nico. Mais avec grand plaisir. Et voilà, et merci à vous surtout pour nous avoir écoutés. Et on vous dit à une prochaine. Et bon courage. Regardez plein de bons films, jouez à plein de bons jeux. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.